Rock and roll. Eh bien, le bonjour à tous, c'est Mister Cult. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné. Oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. J'avais eu le beau parleur du cinéma, Max Pereira, Evil Twin ou encore récemment Jules Melon. Et aujourd'hui, c'est au tour d'une personne qui n'était pas vue sur la chaîne depuis très longtemps et ça me fait plaisir de l'avoir du nouveau pour parler de lui et pour parler de cinéma en général, à savoir Morgan et son ciné. Et je vous l'envoie tout de suite. Oscar! Oscar! Oui, c'est bon, la police! Je vais revenir chez Mister Cult! Arrêtez! Arrêtez! Ah, c'est bon, ils sont partis. Ça va, t'as compris la leçon maintenant, hein, t'as compris? J'ai compris. Viote la police, ça fait des lumières partout. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps, hein. Oh, regarde, tu vois, avec la lumière, ça fait n'importe quoi quand je bouge. Eh ouais. Jeu d'ombre. Comment tu vas, Morgan? Je vais bien. C'est au moment où on enregistre, c'est la semaine du grand oral. Jean-Michel Blanquer, on t'oublie pas, toi. Tu vas prendre cher si tu reviens un jour, je te le dis. Voilà. Ça va, tu te sens prêt? Oui, je suis prêt. Oui, c'est bon. Ok. Bah écoute, ça, comme j'avais dit, ça fait longtemps que t'étais pas revenu sur la chaîne. Je crois que c'est notre premier un petit peu live ensemble en 2023. Je sais pas si on avait fait un truc ensemble cette année. On n'avait pas fait Sam Raimi. C'était l'année dernière. Bon bah ouais. Ah ouais. Parce que l'année dernière on avait fait Superman, je crois, on avait fait Batman, on avait fait Predator, Jurassic Park. Ouais, donc l'année dernière tout ça. Oui, en fait j'ai toujours l'impression que ça fait pas si longtemps que ça parce que tu me harcèles à chaque fois pour que je vienne. Je sais. Bah oui, mais comme tu le sais, je demande que les meilleurs, mais bon, mais comme c'est ça le problème des meilleurs, c'est que ils sont tout le temps demandés ou autant et où ils sont toujours surbookés. Exactement. Et là, je suis là. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Le truc c'est que donc c'est les entretiens ciné, ça fait à peu près plus d'1 an que j'en fais. Donc comme j'ai dit au début, j'ai eu plusieurs invités et en gros ça va se construire comme ça. C'est que d'abord, on va parler un petit peu de toi. Pour les gens peut-être qui connaissent pas ta chaîne, donc ça permettra un petit peu qui découvrent un petit peu ton contenu et comment tu t'es lancé, à quel moment, quel a été le déclencheur pour ta passion pour le cinéma et qu'est-ce qui a fait que tu te lances sur YouTube. Donc bah écoute, je te laisse commencer déjà par te présenter et surtout qu'en plus tu as aussi d'autres activités à côté de YouTube et qui pourraient aussi intéresser les gens. Bah moi c'est Morgan de la chaîne Morgan. Ah bon? Oui. Sachez que si vous vous plaignez des y a machin fait son ciné, il y a machin et son ciné, sachez que ça fait presque 9 ans que je suis sur YouTube. Quand j'ai pris ce nom avec le et son ciné, il y avait personne d'autre qui l'avait. Voilà. Donc ne me jetez pas la pierre, garottez des galets sur les autres. Merci. Ouais, j'ai vu que tu as créé ta chaîne en 2014, c'est ça? Ah ouais, ah oui, ouais, c'est vrai. C'est ce qui est marqué, Le 27 juin 2014. Et puis si tu vas voir les premières vidéos, ça fait peur. Hein. Il y a des trucs ils passeraient plus aujourd'hui. Tu mets ça sur Twitter, je me fais lyncher. À cause de ce que tu dis ou à cause de la à cause de ce que je dis. Il y a un accent pas très pas très réglementaire dans ma vidéo détournement de Jurassic Park dès le début. Donc ouais, ça fait 9 ans. Ouais, 10 ans l'année prochaine. Putain, ouais, merde. T'es vieux. Puis je suis parti de loin, bordel.
Donc ouais, donc j'ai cette chaîne YouTube, j'ai la chaîne Twitch qui en ce moment est pas très active, mais j'ai pas le temps. Mais là, pendant les vacances, je vais m'y remettre. J'ai toujours le montage de Lego de Seinfeld à faire, toujours pas fait. Et puis ben, je suis aussi, je fais partie de l'équipe de CaptainWatch.com. C'est un réseau social de films et séries. Donc vous pouvez noter des films. Et si vous n'avez pas envie de les noter, vous pouvez juste mettre vu. Maintenant, on a bien écouté les gens qui n'aiment pas noter. Et maintenant, vous avez la possibilité de juste mettre que vous avez vu le film sans devoir le noter. Vous pouvez faire des listes, pitcher. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez venir mettre vos vidéos sous les fiches des films et séries dont vous parlez. N'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit sur la boîte mail ou sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est un peu plus compliqué que Sens Critique, un petit peu. Ouais. Après, il y a certaines fonctionnalités que eux ont et que nous on n'a pas. Mais disons que nous, quand on nous dit il y a une mise à jour qui fonctionne pas ou on aimerait bien faire ça, on vous écoute. On fait pas. Moi, je fais partie d'un ancien Sens Critique. Je vais expliquer la petite histoire comment je suis arrivé dans Captain Watch, c'est-à-dire que j'étais encore sur Sens Critique, mais déjà à l'époque, ça commençait à me saouler parce que les listes, ça marchait pas. Des moments, ça crachait alors que t'avais ordonné au moins 50 films ça t'a pris 1 heure à ordonner 50 films. Tu fais valider, pouf, bah, y a rien qui s'est activé. Tu fais ok, d'accord. Donc voilà, je commençais à être un peu agacé. Puis les pubs arrivaient sur Sens Critique et tu sens qu'à partir du moment où ils ont fait des partenariats, ils ont moins écouté l'utilisateur. Et d'un coup, on me dit, à l'époque ça s'appelait Top 250 Captain Watch. Il y a des mecs qui me disent, est-ce que tu veux écrire dans notre blog? Ouais, ok, vas-y, on fait ça. Et derrière, de fil en aiguille, ils me disent, bon, on sent que t'es investi. Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? C'est-à-dire savoir ce qui va se passer comme mise à jour, discuter des mises à jour qu'on va faire et tout. Là, j'ai fait, bah ouais, oui. Et donc voilà, on est bénévoles. Faut savoir que nous, on n'est pas payé pour. Contrairement à Sens Critique, par exemple, eux, c'est leur quotidien. Donc nous, on fait ça gratuitement et même à perte parce qu'il faut payer les serveurs. Donc n'hésitez pas à venir sur notre Tipeee si vous voulez donner 1 euro ou des choses ou un petit truc du genre. Ça aide à payer les serveurs, quoi. C'est vrai qu'on investit du temps, mais gratos. Voilà. Donc, on fait ça pour vous. Vraiment, là, il y a même pas de pub. Donc vraiment, c'est vraiment un truc de passionné, quoi. Il y a pas de pub, on récupère pas vos données. Enfin, vraiment, là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc, voilà. Et puis, je suis monteur aussi à côté en auto-entrepreneur. Si vous avez des vidéos, en ce moment, je suis beaucoup sur des vidéos de tech. Avec des mecs qui parlent de craft, de Scrum, etc. Je découvre un univers avec un vocabulaire. Alors, tu peux m'expliquer parce que moi là tu me dis tech, Scrum, moi je sais pas du tout de quoi tu parles. C'est tu vois, des gens qui font des applications, qui bossent sur des sites. Donc va y avoir du design, va y avoir du développement. Et donc ouais, tu vois, par exemple, tu vas avoir une équipe Scrum et Scrum c'est une équipe qui va avoir un délai pour faire telle chose sur une appli ou quoi. T'as un mec qui chapeaute un peu le tout et puis t'as différents devs au sein de l'équipe. Vulgairement, hein, encore une fois, tu vois, moi je découvre au fur et à mesure cet univers avec un vocabulaire très très foisonnant, tu vois. Et donc, mais sinon, si vous avez juste des vidéos de mariage à monter ou quoi, c'est possible aussi. Et ça me va très bien parce que ça, c'est plus simple. Et ça paye bien aussi, oui, en général. Alors, par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que les particuliers, ils pensent toujours que ça coûte 20 balles. Tu leur expliques le prix, ils font je vais réfléchir. C'est que quand ils te disent je vais réfléchir, tu leur vois plus, quoi. Là, je bosse avec des professionnels, tu vois, c'est-à-dire que je bosse avec Ex Fabrica, c'est Julien de Captain Watch, c'est lui qui m'a mis un pied à l'étrier. Et j'ai fait 2 vidéos je suis sur la 2e vidéo pour Laura Bokobza, qui est consultante, que tu vois régulièrement passer sur TF1, un truc comme ça, tu vois. Donc, mais encore dans cet univers de dev, de clientèle, etc. Tu vois, de management, de marketing. Vraiment un univers, j'ai pas l'habitude, mais c'est passionnant parce que t'apprends des choses et ça me sert aussi pour Captain Watch, tu vois, et pour la chaîne YouTube. Ouais.
On va revenir un petit peu. De toute façon, je mettrai dans le lien dans la description pour le lien de ta chaîne et aussi pour Captain Watch pour les gens qui veulent découvrir tout ça. On va revenir un petit peu sur YouTube parce que comme tu l'as dit, ça va faire bientôt 10 ans que tu es sur la chaîne et donc comme moi, tu es YouTuber en particulier YouTuber ciné. Qu'est-ce qui déjà d'où vient ta passion pour le cinéma? Et quel a été le déclencheur et qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de te lancer sur YouTube, surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, 2014, c'est que t'as été un petit peu l'un des premiers quand même. Donc, quel a été le déclencheur? Je crois que je fais partie de la deuxième génération, c'est-à-dire, tu sais, il y a eu Fossoyeur, Durandal, Monsieur 3D, l'autre panda de mes couilles là aussi, je crois qu'il était. Ah, il a changé maintenant. T'as vu, il s'appelle. Ouais, il a mis son nom, tu vois. Ouais. Maintenant, il met plus rien dans les pandas, tu vois. Il est plus dans le panda. Le panda, il est mineur, il faut plus y toucher, c'est fini. Donc, bref. Ouais, en fait, la passion du cinéma, elle vient du fait, j'ai souvent raconté cette histoire, mais ça vient du fait que mon père, il avait fait des étagères, tu sais, avec des planches et des équerres sur un mur complet, et il y avait que des VHS. Que des VHS. Il y avait de tout, hein. Il y avait Alien, je me rappelle encore de l'affiche d'Alien, on disait, ça, je sens que j'ai pas le droit de regarder, je suis trop petit. Tu vois un œuf chelou verdâtre et tout. Ma mère, elle avait la collection d'Angélique, les Belmondo, tout ça. Et donc, ouais, moi, du coup, j'étais toujours à regarder cette étagère, là, en me disant, ouais, mais il y a trop de trucs, il y a plein de trucs, c'est interdit. Papa, il a dit, tu regardes pas. Et du coup, t'es fasciné par la jaquette, tu sais, t'as ce truc où tu te dis, ça, j'ai pas le droit, mais il est juste là devant moi. Ah, c'est tentant. Et puis, dans le même temps, ça m'appelle la VHS que j'avais de Cannibal Holocaust où c'était la meuf qui était empalée. Et tu dis, papa et maman ils sont pas là. Et puis, dans le même temps, comme c'était à l'époque on enregistrait quoi, tu vois. Et mon père, on avait le télécassette, donc les jaquettes dedans. Et en fait, j'ai découvert tout un univers filmique que je n'avais pas en VHS, que je ne pouvais pas voir, mais juste à travers les jaquettes. Genre, je me rappelle toujours j'adorais Sauver Willy à l'époque, et je me rappellerai toujours de la jaquette qu'il y avait dans le télécassette de Orca. J'adore les orques, et je me disais, ah ouais, mais ça, je crois que c'est pas pour les enfants. C'est pas Sauver Willy, là, tu vois. Et je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans sur Shadows. Oui, parce que je suis parrain de Shadows aussi, je l'ai pas dit ça. Ah, je suis abonné à Shadows, j'aime beaucoup. Moi, je suis abonné à vie du coup, je suis grand gourou. Et donc, ouais, je suis le premier à avoir mis 500 balles. Ils ont fait un hôtel en mon nom et tout. Et donc du coup, ouais, j'ai baigné là-dedans. Et puis après, tu vois, nous, c'est-à-dire, on a quasiment le même âge, donc on a connu les VHS. Puis après, il y a eu la révolution du DivX, Emule et compagnie. Et donc moi, tu vois, il y a un film dont on va parler aujourd'hui, je l'ai découvert en DivX, je l'ai poncé quand j'étais ado. Donc en fait, la culture pirate m'a fait ma filmographie. Après, maintenant, tu vois, ça arrive très rarement que je télécharge un truc. J'achète tellement, j'ai tellement de plateformes, enfin, tu vois. Mais je comprends, tu vois, par exemple, les ados, je comprends que qu'ils téléchargent parce qu'ils n'ont pas le budget pour découvrir des trucs, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui achètent en Blu-ray, donc c'était dire. Ouais, bah ouais, mais de toute façon, nous, on est de la team support physique, hein, là-dessus. Et je pense que c'est aussi propre à notre génération, c'est-à-dire que on fait partie de la dernière génération en mode encore des trucs matériels. Aujourd'hui, c'est de plus en plus sur du dématérialisé et ça ne dérange même pas j'allais dire les élèves, parce que je bosse dans un lycée, mais les ados, tu vois, pour eux, c'est normal. C'est l'évolution quoi qui ah ouais. Faut juste un petit peu être à la page comme on dit. Et il faut leur expliquer que le machin il t'appartient pas totalement quoi. C'est-à-dire que tu peux pas en faire ce que tu veux quand tu l'achètes en démat. Ça aussi. Nous on fait partie, tu vois. J'ai des jeux Mega Drive, je peux les revendre si je veux, tu vois. Hein. Aujourd'hui, t'achètes un jeu, il est pour toi. Si tu veux le revendre ou quoi pour racheter un nouveau jeu, tu peux pas. C'est ça le problème. Ouais, voilà. Et puis après la chaîne YouTube, comment j'ai eu l'idée, faut savoir que j'ai fait une licence d'études cinématographiques. Comme par la moi. suite un master. Mais quand j'ai commencé la chaîne, j'étais au début de ma licence
Et en fait, il faut savoir que à l'île 3, tu fais principalement que du théorique. Il y a en L2 où on m'a fait de l'initiation à l'animation via Photoshop en plus. C'est pas Première, hein, Photoshop, hein, avec de l'image par image. Hein. Truc bien chiant. T'avais pas aussi, comme moi, fin d'année en L2 et 3, t'as un court métrage à réaliser? Non, t'avais quand même pas un petit peu En de ça? animation, ouais, un petit court métrage de 1 minute. Après, on faisait déjà en anglais, par exemple, tu vois, cours d'anglais, ils nous avaient fait faire un court métrage où il fallait nous filmer. Et d'ailleurs, ils sont toujours en non répertorié, ceux-là. Les copains, je les avais mis en public. Les copains me disent, tu peux le mettre en non répertorié parce que j'ai plus trop envie qu'on voit ma gueule sur YouTube. Vas-y. Et donc, en fait, je me suis dit merde, j'ai énormément de théorique, mais pas de pratique. Et ben, je vais apprendre tout seul. Et puis, ben, quitte à apprendre, autant partager, tu vois, aussi sur YouTube. Donc, au début, il y avait ma daronne qui regardait, tu vois, la famille qui dit oh, c'est bien Morgane ce que tu fais. Et puis en fait, quand tu regardes maintenant, tu fais putain c'était de la merde. Mais du coup, j'ai tout appris sur le tas, tu vois. Première, je l'ai appris sur le tas avec une version pirate à l'époque. Maintenant, j'ai le master, je le paye. Je peux me permettre de le payer, tu vois. Et une fois, je vais vous dire un truc, hein, pour ceux qui ont craqué le première, une fois qu'on a goûté à la version payante, où t'as les mises à jour automatiques, où t'as le dernier truc, où tu peux rajouter des plugins et tout, tu fais ah ouais, je repartirai pas en arrière. Tu peux rajouter des plugins hein, sur les versions crack, mais quand tout est automatisé et que t'as la dernière mise à jour et tout, c'est oh. C'est combien? C'est 20 € par mois ou un truc comme ça, non? Alors c'est là où ils sont malins chez Adobe, parce qu'en fait, tu vas payer genre 15 ou 20 balles par mois pour un seul logiciel, genre encodeur ou quoi. Par contre, tu peux avoir tout le master, c'est-à-dire l'ensemble d'Adobe, jusqu'à Adobe Reader, hein, vraiment le truc classique, pour 60 € par mois. Donc tout de suite, tu vois, tu te dis bah autant prendre le master, même s'il y a des trucs qui m'intéressent pas, parce que finalement, on va dire que le quatuor gagnant c'est Premiere, Photoshop, Audition et After Effects pour ceux qui touchent un peu à After Effects. Il y a Final Cut aussi. Il y a Final Cut. C'est plutôt pour Mac. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est tu vois, Final Cut, ça fait pas partie d'Adobe, tu vois, c'est pas dans le. Mais tu vois, par contre, Final Cut, c'est pas comme toi, genre Final Cut, tu payes, je crois, c'est presque 400 boules, mais je veux dire, tu payes plus après. Ouais. Tu payes 400, il est à toi toute ta vie, tu vois, et t'as tout le temps les mises à jour. Donc en soi, c'est quand même un petit peu rentable, tu vois. Final Cut, c'est plus rentable, pour le coup. Mais après, t'as que Final Cut. Tu vois. Ouais. Moi, pour 60 par mois, c'est tout le master, en fait. Mais ouais, après, c'est un budget, hein. Clairement. Moi, c'est parce que j'ai pu me le permettre à un moment donné. Maintenant, je peux me le permettre. Mais je crois que le jour où je peux plus le permettre, je chiale. Revenir à une version, non, faut dire. Donc ouais, et après, au fur et à mesure, je dis merde, il y a des gens que je connais pas qui regardent mes vidéos. Et je dis bah, vas-y, on va commencer tout doucement à faire un truc plus professionnel. Donc au fur et à mesure, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté un micro. Maintenant, de l'éclairage. Je pense qu'en éclairage, là, ça y est. Hein, j'ai 3 lampes Neewer, j'ai plein de petites lampes gadgets. Enfin, là, rien. Le micro, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Enfin, là, je pense qu'on est bon. Mais tu vois, il a fallu. Là, le setup actuel que j'ai aujourd'hui, où je me dis à la rigueur, peut-être qu'un jour je m'achèterai une Blackmagic ou un truc comme ça. Tu vois, c'est le dernier truc où tu dis, vas-y, le truc 8K ou quoi, tu vois. Mais en dehors de ça, ben, j'ai quasiment tout et il aura fallu 9 ans pour arriver à ça. Tu vois. Donc, je suis assez content, tu vois, de me dire, j'ai vraiment un truc pro, quoi. J'ai un micro professionnel, micro-cravate professionnel, il coûte 400 balles, tu sais, c'est avec émetteur-récepteur de Sennheiser, tu vois, donc c'est la bonne cam. Le Yeti, voilà, t'investis, mais en même temps, tu te dis, le jour où justement on a besoin de toi pour du tournage, t'as pas à louer déjà le matos, tu l'as. Ouais, c'est ça.
Et c'est ça aussi que les gens comprennent pas, tu vois, par exemple, quand ils veulent t'embaucher plus pour de la réalisation. Parce que pour du montage, bah, le logiciel, tu peux le compter comme des frais. Et les compétences aussi. En réel, t'as la compétence, mais t'as aussi le matos. Parce que les gens se rendent pas compte de ce que ça coûte. Une location de matos, à la rigueur, s'ils veulent pas payer le surplus de location, bah, ils vont payer de leur côté la location et ils payent juste le réel. Et ils se rendront compte que ça se trouve, ce sera certainement plus cher que moi qui ramène mon matos perso, quoi. C'est souvent aussi ce qu'on avait dit, par exemple, pour les productions cinématographiques. Il y a beaucoup, d'ailleurs, on avait dit en école de cinéma que souvent, c'est pas forcément bon. Par exemple, un film français, c'est pas forcément les acteurs ou les réalisateurs, même s'il y a certains qui demandent un certain cachet, mais c'est souvent, c'est que comme ils ont pas forcément leur matos à eux, ils sont obligés de louer, et c'est ça qui coûte cher, quoi. Mais surtout quand tu vois, je prends l'exemple de Kaamelott. Personne en France ne filme avec une Alexa. Ah non, bah Alexandre Assier a dit filmer avec une Alexa, je fais mais gros, enfin normalement c'est les blockbusters hollywoodiens qui utilisent cette caméra là, donc évidemment que là c'est de la location, quoi. Quand tu t'es lancé sur YouTube donc en 2014, je pense qu'au début tu faisais ça un petit peu par plaisir, mais est-ce que tu avais aussi un petit peu des influences, comme tu disais, tu faisais un petit peu partie de la deuxième génération. Est-ce que justement les youtubeurs que tu avais un petit peu cités auparavant, il y en a certains qui t'ont servi un petit peu d'exemple pour aussi améliorer un petit peu la qualité de tes vidéos? Comme tu disais, au début, tu n'étais pas très satisfait. Est-ce que justement, plus tu fais des vidéos, c'est comme toi, hein, plus t'en fais, plus tu progresses, plus tu vois un petit peu les défauts que tu faisais avant et que tu as corrigé par la suite? Vraiment dans le ton, tu sais, les toutes premières, ce que j'appelle critiques critiquables, c'était vraiment Monsieur 3D, tu vois. Genre à raconter, mais regardez, c'est débile ce qu'il vient de faire, ou des trucs comme ça, tu vois. Et pour le côté technique, vraiment, c'était plus fossoyeur de film. Durandal, à l'époque, ouais, je trouvais ça cool, mais j'avais pas les bagages que j'ai aujourd'hui. Et maintenant, quand j'ai les bagages, je dis, oh là là là, tais-toi, tais-toi. Surtout que j'ai vu des extraits de son court-métrage. 24 mètres carrés ou un truc comme ça? Ouais. J'ai envie de le voir complet maintenant. Et j'ai peut-être fait une critique critiquable dessus, parce que, à mon avis, il y a de quoi faire. Mais ouais, donc ouais, mes influences principales, c'est vraiment Monsieur 3D et fossoyeur de film. Et après, je m'en suis pas mal détaché, tu vois. Les critiques critiquables aujourd'hui, le rythme qu'elles ont, quand je revois les premières vidéos de Monsieur 3D, en fait, je me rends compte que je vais beaucoup plus vite que ce à quoi j'aspirais au début, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand je regarde les vidéos de l'époque, il y avait des bonnes idées, tu vois, dans le montage, dans les vannes. Mais alors, en termes de rythme, c'était long. Et ça, je peux plus me le permettre aujourd'hui. Faut que ça claque. Au niveau de ta chaîne, au niveau de ton contenu, il y a quoi exactement aussi que tu proposes, que tu veux, peut-être, est-ce qu'il y a des vidéos que tu veux, un concept de vidéo que tu faisais au début et que tu as arrêté, et il y a d'autres choses aussi que tu as rajouté par la suite? Pour les gens justement qui veulent découvrir ta chaîne, ils se disent, je veux voir Morgan et son ciné, ils proposent quoi comme type de vidéo? Alors, moi, il y a quelque chose dont je suis très fier, et à mon avis, les autres doivent en être contents aussi, parce qu'ils ont repris le concept là de plus en plus. Ça s'appelle 5 films similaires. Hein. Voilà, parce que même Ace, il a fait une vidéo 5 films similaires. Il l'a pas appelé comme ça. Il a dit, comment ça s'appelle? Les clones de Fast and Furious. Moi, je suis en plus en train de faire un nouveau concept d'émission qui sera un petit peu dans le même style. Je vais l'appeler Cinexploitation. Voilà, c'est genre, je suis en train de trucs, genre par exemple, je sais pas. La Rambo Exploitation, et puis t'as tous les films de Rambo Exploitation. Ouais, mais en fait, c'est plutôt le titre du film qui prête à confusion. Genre par exemple, je sais pas, t'as aimé 2001, et bah il y a ça aussi. Mais je suis pas en train de dire que les films que je vais citer sont meilleurs que 2001 ou c'est de la merde. Mais c'est juste, tu aimes 2001, il y a ces films qui pourraient te plaire. Voilà, c'est plutôt ça. Des grands films, de la série B ou alors du nanar. J'essaie un petit peu de varier. Mais je suis en train de travailler ça. Bah voilà, j'étais le premier en France. Voilà. Bonjour. Voilà. J'ai dit en France, hein, parce que à mon avis, je dis pas que je suis le premier à avoir l'idée. D'ailleurs, c'est même Nico de Captain Watch qui m'a donné l'idée, parce que dans Captain Watch, quand vous descendez dans les fiches de films et séries, vous avez une catégorie similaire. Et vous pouvez choisir vous-même, ajouter, voter pour des films que vous trouvez similaires ou quoi. Et c'est de là que j'ai eu l'idée.
avec Nico, on en a discuté. Il fait, pourquoi tu prendrais pas ce concept-là? En plus, parfois, il y a des films qui ont été ajoutés par d'autres personnes. Alors, généralement, je vais te dire, la plupart du temps, films similaires, c'est moi qui les ai ajoutés. Hein. S'il y a quelqu'un qui dit, sur Captain Watch, il y a les 5 films que Morgan il a dit, bah ouais, normal, c'est moi qui les ai ajoutés. Donc, il y a la chaîne aussi, je sais pas si tu connais Intercut. Ah oui, mais oui. Attends, lui, foutage de gueule complet. Petite anecdote. YouTube créateur retweet ma vidéo 5 films similaires à Jurassic Park. Et le mec, quand même, sous le retweet, il dit tiens, enfin non, il retweet sur sa chaîne le lien là, enfin mon tweet, et il dit tiens, ça me rappelle quelque chose. 3 petits points ou rire, je sais plus, un truc comme ça. Mais tu sais, ça faisait genre oh là là, je crois qu'on m'a copié, tu vois. Donc moi, tu me connais, j'ai fermé ma gueule pendant plus d'1 an et demi. Hein. J'ai jamais rien dit, j'ai jamais dit vous avez vu Intercut, il fait comment? Jamais je l'ai dit. Hein. Et là, d'un coup, je vois qu'il commence à me démarrer. Je suis putain, enculé. Je fais bon, tu sais quoi? Ok. Je suis allé chercher le screenshot de mon premier film similaire, le screenshot de son C'est comme le vrai en mieux ou en moins bien. J'ai avec fait, les dates. Ah ouais. Et puis j'ai retweeté, j'ai fait tiens, moi aussi ça me rappelle quelque chose. Et là il a fait ouais, lâche-moi, tu cherches du buzz. Je suis sous de ma gueule ou quoi lui? C'est-à-dire que c'est lui qui vient me casser les couilles et derrière quand tu lui réponds, il est en train de faire sa grosse victime de merde. Je fais putain, il m'a vénère. Et en plus, tu sais les gens, ils étaient là dans les commentaires. Ah ouais, vraiment, moi aussi ça me rappelle quelque chose. Et moi je suis là, mais c'est tous des débiles ou quoi? Putain, c'est quoi sa communauté de débiles? Donc ouais, ça m'a saoulé. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ça me gave ces gens là qui pensent être les meilleurs, alors que franchement sur YouTube la plupart du temps c'est les gens qui se Justement Morgane, quelle magnifique transition. Que penses-tu quel regard tu portes sur le YouTube actuel? Putain, tu me démarres, putain. Est-ce que au moins avant qu'on commence, parce que j'ai juste dit 5 films similaires, ok, il y a les critiques aussi sur mes chaînes, mais allez voir par exemple ce que je fais sur qui a inspiré Leatherface ou le court-métrage Peter Pan français qui aurait dû donner vie à un film, un long-métrage français Peter Pan adapté de Loisel. Enfin, il y a des petites vidéos comme ça qui peuvent être intéressantes, vous allez apprendre des choses. Le premier film, enfin le serial Shazam, enfin, il y a des choses qui ne font pas de vue parce que c'est pas en tendance ou quoi, c'est pas de la critique à chaud. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et maintenant, on peut parler de tous ces cons là. Allez. Alors bon, moi le truc c'est que le but c'est pas de faire un règlement de compte. Hein. Maintenant, voilà, je pense qu'on a un petit peu passé le buzz, mais c'est vrai que je pense ces derniers temps, j'avais l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Déjà, toi, est-ce que au niveau de la qualité des vidéos que nos confrères font, est-ce que tu es dans l'ensemble satisfait de ce qu'ils ont fait? J'ai l'impression que je sais pas, il y a une certaine répétition un petit peu dans la qualité des vidéos. C'est genre, t'as l'impression qu'aujourd'hui on peut faire juste du fast cam et on se fait plus chier. Moi et toi, on essaie quand même un petit peu de varier un petit peu le contenu dans notre chaîne. Et est-ce que toi, ça te rend triste un petit peu qu'on soit dans une certaine stagnation et que finalement ils se disent ouais, on a parlé cinéma, de toute façon ça nous intéresse pas, ou alors de toute façon ce qui intéresse les gens c'est de parler de super-héros, on va plutôt se lancer dans les dramas. Bah, j'ai l'impression que j'ai amené plusieurs points un petit peu là, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui parlait cinéma et qui s'est dit tiens, ça fait pas de vue, du coup je vais faire que des react drama, tiens. Récemment. Mais après, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. C'est-à-dire que je pense que sur YouTube, il y a quelques chaînes vraiment qui sortent du lot. Enfin, tu vois, je prends Cinéma et Politique, je prends Calmos. C'est vraiment des chaînes comme ça où tu fais bordel, il y a la qualité audiovisuelle et la qualité de réflexion. Il y a les deux combinés. Et c'est ce qu'on demande, tu vois. Parce que parfois, il y a une qualité visuelle, mais qui raconte pas grand-chose. Tu vois, je prends Chronique Fiction. Alors, tu vois, Mike Zonenberg, c'est un gars que je connais depuis longtemps. Hein. Enfin, on se connaît pas, on se connaît de loin, on discute ensemble et tout. Mais en fait, le concept de coroner, d'avocat et tout, c'est hyper bien pensé, c'est super bien léché et tout. Mais je trouve toujours que en termes d'analyse, ça va pas très loin, quoi. Une fois, il m'a demandé ce que je pensais de sa vidéo sur 300. Je dis mais
pourquoi tu me l'as pas envoyé avant que la vidéo sorte? Si tu voulais vraiment mon avis, et parce qu'il y avait des choses à dire, et je pense qu'ils sont passés à côté du sujet. Et à chaque fois que je regarde leur vidéo, je fais ah c'est beau, hein, mais j'apprends rien, et ça me pose problème. Mais c'est un peu le problème que j'ai eu. Je crois une fois ils avaient fait une vidéo, je crois que sur la mort de Brandon Lee ou un truc comme ça qu'ils avaient expliqué. Je sais plus, un truc comme ça. Et le truc c'est que moi je connais un petit peu, j'adore Bruce Lee et tout ça, donc forcément je me suis intéressé à ce qui s'était passé avec son fils sur le tournage de The Crow. Et en fait j'avais vu leur vidéo, je me dis putain, niveau mise en scène c'est super bien fait, mais comme tu dis, tout ce que je sais, j'ai l'impression qu'il me fait un résumé Wikipédia. Tout ce qu'ils disent dans la vidéo, je le savais déjà, quoi. ouais. Mais après, on n'est pas le public. En fait, tu vois, c'est vraiment là, c'est le public lambda. J'arrive jamais en fait. Enfin, non initié, tu vois, on va dire comme ça plutôt que lambda. Je trouve que lambda c'est péjoratif, mais non initié, je trouve que ça passe mieux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire, waouh, j'ai appris un truc. Mais nous, bon, ça fait comme on baigne dedans H24, bon bah ça fait 10 ans qu'on sait le truc. Mais après, si on doit parler de ceux qui font le plus de vues, là oui, c'est problématique. Je vais voir le film, 1 heure plus tard, je pose ma caméra, au bout de 2 heures, la vidéo elle est sortie, j'ai fait 3 cuts, j'ai mis une image. Et tu vois, moi aussi j'en fais des vidéos comme ça. Mais je suis honnête avec les gens. C'est-à-dire que je leur dis, c'est pas pour rien que je les appelle critiques à l'arrache. Ouais. Et je le dis dès le début. Je dis salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Comme ça, au moins. Il y a une fois quelqu'un, il y a pas longtemps, j'ai eu un commentaire. La personne me dit très bonne vidéo. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'images, d'illustrations et tout. Du coup, j'ai répondu, bah ça c'est une critique à l'arrache parce que justement, c'est le principe, c'est de balancer ça rapidement. Comme ça, tu fais un peu de trafic. Et puis, ça peut potentiellement faire aller les gens vers d'autres vidéos. Qui seront, elles, plus travaillées, tu vois. Sauf que les gens qui font ça, pour la plupart, ne font que du travail à la chaîne. Et je l'ai fait à un moment, tu vois, où je sortais 2 à 3 critiques à l'arrache par semaine. Et je faisais quasiment plus que ça. Et en fait, ça m'en a dégoûté, tu vois. J'étais en train de me dire, mais en fait, je fais un travail à la chaîne. J'ai même pas le temps de réfléchir à ce que je vois. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît aussi? Non? Bah non, du coup, ça me plaisait plus, tu vois. Maintenant, ça me plaît d'y revenir un peu parce que c'est pas continuel, tu vois. À côté, je vais faire d'autres trucs. Et puis, entre-temps, il y a une vidéo vide-grenier qui sort, voilà. Allez sur mon Vinted. Mais du coup, ben, ça, je trouve ça moins problématique. Et puis, il y a quand même ce truc où tu te dis, au moins, je fais quelques vues. Parce que quand tu vois qu'une vidéo sur les Gardiens de la Galaxie que je sors le jour même ou 2 jours plus tard, ça fait 1300 vues, que Flash, je le sors le jour même, ça fait 1200 vues, alors que même Spider-Verse, je sors la vidéo mais bien montée, avec de l'illustration et tout, je la sors 1 semaine et demie plus tard, elle fait même pas 700 vues. 750. Ouais, bah tu vois, donc c'est-à-dire que j'ai investi du temps sur un truc qui est quand même actuel, mais si tu le sors pas dans les 2-3 jours qui suivent la sortie du film, personne va regarder. Et en fait, là, tu vois, il y a des gens qui vont me dire c'est la faute de YouTube, nanana, sauf que bah pour le coup, non. C'est-à-dire que si tu sors une vidéo, tu vois, par exemple, Peter Pan, la vidéo sur Peter Pan, je l'ai sortie au moment où le Peter Pan et Wendy sortaient sur Disney+. Donc là, normalement, l'algorithme YouTube, il va te la mettre en avant parce que Peter Pan et Wendy va fonctionner. Ma vidéo sur le film Peter Pan et Wendy, la critique à l'arrache, elle a fait plus de 1000 vues. 1100 ou un truc comme ça. La vidéo sur le Peter Pan français, là, elle a fait 600 vues. En fait, le problème, bah là, il vient pas de YouTube. Parce que je suis dans la tendance actuelle au niveau du YouTube ciné. Vu que je parle de Peter Pan. Le problème, il vient du fait que le public ne veut pas de ça. Donc faut pas toujours dire l'algorithme. Pendant longtemps, je l'ai dit parce que je faisais des vidéos qui, en effet, YouTube ne mettait pas en avant. Mais là, c'est-à-dire que même quand tu vas dans le sens de YouTube, bah, parfois il va pas te mettre en avant et c'est en fait, il va te pousser la vidéo, c'est-à-dire que tu prends le taux de
le taux de conversion et tout. Je dis bah ouais, t'as de l'impression, mais le taux de conversion en vue il est très faible. Et à ce niveau-là, ça veut dire que c'est le public qui veut pas regarder. Parce que le public, il reçoit l'impression. YouTube, admettons, tu vas avoir 3000 impressions sur ta vidéo Peter Pan français et 3000 impressions sur la critique à l'arrache Peter et Wendy. Et ben tu verras que l'impression pour Peter et Wendy, elle sera, la conversion, elle sera de 10-15%, alors que la conversion pour Peter Pan français là, bah, ce sera 2%. Donc là, le problème vient du public, parce qu'en plus la miniature, elle était beaucoup plus réussie pour la vidéo sur le Peter Pan adapté de Loisel, tu vois. Après, moi, je suis je comprends pas parfaitement ce que tu me dis, parce que moi, je suis pas forcément dans cette quête des vues. Moi, des fois, le truc, c'est que je fais à peu près 2 vidéos par semaine, une qui sort en milieu de semaine et une le samedi ou le dimanche. En général, c'est plutôt les lives. Et le truc, c'est que moi, on a un taf et tout ça, donc j'essaie un petit peu de m'organiser. Il y a souvent le film qui sort le mercredi. Bah, la critique du film, elle va sortir peut-être le mercredi suivant, parce que moi, je suis pas forcément dans cette quête. J'ai vu le film, je rentre chez moi, je vais faire la vidéo, parce que moi, des fois, quand je suis au cinéma, je vais pas voir juste un film, je vais en voir 2. Et le truc, c'est que moi, je les écris mes vidéos. Moi, j'écris un petit peu, je fais mes analyses, donc ça me prend quand même 1 voire 2 jours. Je tourne la vidéo, j'essaie de faire ça bien, et j'essaie quand même de rester dans mon truc. Je la sors une semaine, parce que aussi j'aime bien aussi attendre quelques jours avant de tourner la critique pour me remettre un petit peu les idées en place. Dire, voilà, ce que j'ai fait sur Spider-Verse, tu vois. Voilà, parce que Spider-Verse, en question. Il y a certains films où tu te dis tu peux pas te permettre. Flash pouvait me le permettre le jour même, parce qu'il y a tellement pas grand chose à dire, tu vois. Les Gardiens, pareil, c'est tellement classique. Mais Spider-Verse, quand je l'ai vu, j'ai commencé à écrire 2-3 notes, j'ai fait ah mais non, en fait, je pourrais pas sortir ça là, parce qu'il faut que je prenne le temps. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais du coup, ouais, c'est le public, quoi. Parce que quand tu parlais un petit peu des gens justement qui sortent direct les vidéos, je pense que tu donnes, il y a forcément certaines personnes en tête que c'est bizarrement ceux qui ont le moins de choses à dire, hein. C'est ça qui est ouf, hein. C'est-à-dire que ils n'ont aucune clé d'analyse. Ils pourraient parler de cuisine, ce serait la même chose, hein. En fait, ils ont juste pris un sujet pour faire de la vue dessus. Mais le pire, c'est que les personnes qui font ça, moi, il y en a déjà qui me viennent en tête, hein. Il y a Rage, et on va pas finir, ou Clapman, ou voilà, des mecs comme ça qui en plus ils font partie de la même bande, donc ils vont voir le film direct quelques heures ou le lendemain elle sort la vidéo. Mais le truc, c'est que ça marche. Je veux dire, Rage, ça fait des années qu'il fait ça. Il a son public, et il en joue des fois en plus. Faut voir ses tweets, c'est best of. Mais de fait, du coup, vraiment, est-ce que toi, ça te dérange dans YouTube, parce que forcément, il y en a d'autres un petit peu qui essaient un petit peu de reproduire un petit peu ce rythme d'exportation sur YouTube. Est-ce que toi, tu vois d'un mauvais œil l'avenir du YouTube ciné par rapport à ça? L'avenir, je sais pas, parce que tu sais, c'est toujours des tendances, hein. Dans 2-3 ans, ça se trouve, les critiques à l'arrache, là, ça se finira. Moi, tu vois, à une époque, quand je les faisais, quand je faisais que ça, et que j'avais genre, je sais pas, 3000 abonnés ou quoi, je pouvais taper des trucs à 5000 vues. Et en fait, maintenant, le secteur est tellement bouché que t'as toujours les 3-4 mêmes qui vont faire des vues, et puis le reste, ça va pas aller plus loin. Tu vois, c'est-à-dire que même moi qui fais du super-héros quand même depuis longtemps, Flash, j'ai fait que 1200 vues. Il y a 2-3 ans, je pense que j'aurais déjà tapé les 5000 vues, là, tu vois. Ouais. Après, j'ai peut-être perdu du public, parce qu'à force de dire que Marvel c'était de la merde, je crois que les Kikoulol, ils ont abandonné la chaîne, mais qui sont encore abonnés. Mais en fait, je vois d'un mauvais œil, pas pour l'avenir spécialement, mais pour le fait que ça pollue un peu, tu vois. Ça me dérange pas, les gens qui donnent un avis. Tu vois, ça reste du vlog et tout. Ce qui m'énerve un peu, c'est que ce soit eux qui aient de la visibilité, surtout que parfois ils racontent des énormités sur, par exemple, la chronologie des médias ou quoi, tu vois.
Et au bout d'un moment, la désinformation, là, ça devient vraiment problématique. Là, ça devient dangereux. Parce Et que qui osent en plus et qui osent après faire aussi les leçons de morale sur certaines personnes aussi. Oui. Et puis là, il y a une tendance qui commence à arriver de plus en plus, là, qui a été orchestrée par Dirty Tommy. Hein. Les autres, ils ont suivi comme des cons. Hein. C'est les putains de réac. C'est genre, ouais, c'était mieux avant. Ouais, moi, je veux voir des nichons. Petite sirène, elle est noire. Je m'en bats les couilles. Putain, ferme ta gueule, parle cinéma. Et en fait, il parle jamais cinéma. Et t'en as un, là, je sais plus comment il s'appelle, Mister, je sais pas quoi, là. Il me dit. Culte bon Non. Un autre réac qui a débarqué nulle part. Dans la même veine que le croisardé, là, et tout ça, là. Et il dit, oh, je crois que Dirty Tommy a raison. En effet, nous ne parlons trop qu'avec notre cœur au lieu de parler d'analyse. 2 jours plus tard, il est en train de te dire, ah, c'est scandaleux, les woke. Bah, putain, t'as dû bien te remettre en question, toi, hein. Waouh. Ça, par contre, cette mouvance, je la trouve dangereuse parce que c'est, pour la plupart, en plus, tu sens que ça vote à droite, hein. Donc ça, par contre, oui, après, ça gangrène. C'est des gamins qui la regardent, tu vois, putain. Toute cette mouvance masculine, hein, moi, j'ai des élèves, tu verrais comment ils considèrent les femmes. Je dis, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Enfin, ça te plairait que je parle comme ça de ta mère? Enfin, c'est un truc de ouf. Et c'est, tu sais, c'est cette mouvance mascu comme Baptiste mes couilles là, je sais plus comment il s'appelle, le gros moustachu avec ses cigares là. Bah, il y a eu une mouvance. Cette mouvance, elle s'est déplacée vers le cinéma, tu vois. On parlait constamment de, et ça parle pas de cinéma, ça parle que de société, tu vois, en fait, quand il nous parle de la petite sirène et compagnie. Mais le cinéma est politique de toute façon, donc c'est un petit peu normal. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux avoir du cinéma politique, mais il faut savoir en parler. Là, ils savent pas en parler. Enfin, tu vois, Bac Nord, par exemple, c'est un documentaire. Et Riménez qui dit, oh, je comprends pas pourquoi ils disent que c'est un documentaire. Ouais, le cinéma est politique et je pense que là, il s'est planté sur sa mise en scène, tu vois. Je pense que le réal, il a voulu donner un discours qui n'était pas celui qu'il a rendu au final et là, par contre, c'est de sa faute. Par contre, les mecs qui voient du wokisme là où il y en a pas, parfois, faut arrêter, quoi. Ça y est, il y a un noir qui sort des buissons. Oh, c'est wok. Tu fais, oh, putain. Faut voir là juste le nouveau Disney, je crois, élémentaire qui sort aujourd'hui. Genre il y a eu un article aussi, oui, il y a un personnage non binaire. En même temps, les gars, c'est des éléments, donc c'est normal qu'il soit non binaire. Enfin, je sais pas qu'il ait pas de sexe. Enfin, c'est très compliqué. Moi, pareil, moi, tu le sais, moi, je suis de droite aussi, mais j'essaie pas forcément de le mettre très en avant. Tu vois, je sais qu'à un moment sur YouTube, il y a une certaine limite parce qu'il y a des gens qui m'ont un petit peu reproché ça par rapport à au dernier Mister Cult que j'ai sorti dimanche sur l'Aube Rouge de John Milius. Donc en plus un film quand même assez bien réac, forcément avec John Milius qui était ardent défenseur du port de l'arme à feu. Donc je savais très bien que ça allait un petit peu rentrer dans la gueule, mais j'ai essayé de trouver un juste milieu, de pas dire ben non, regardez comment le film est à la gloire de l'Amérique, alors que justement le film trouvait un juste milieu et qu'il y avait aussi une volonté de montrer que les femmes c'était pas juste des pisseuses qui avaient peur de prendre une arme. Non, les femmes dans le film prenaient les armes et ils avaient pas peur de se battre, étaient même des fois beaucoup plus courageuses que les hommes. Et voilà, si t'as vu l'original, il y a eu le remake avec Chris Hemsworth, Thor, qui était pourri, mais par contre l'original de John Milius est un pur bijou. Mais il faut être prêt à accepter certaines choses. Mais tu vois, mais enfin, là, tu pointes un truc important, c'est que t'as pas un biais de confirmation. Tu vois. Et le problème vient de là, hein, tu vois, quand t'as Reg qui te parle de chronologie des médias, quand t'as Dirty Tommy qui va te dire ça c'est woke, mais Reg pareil, hein, quand il montre à son gamin, regarde, tu vois, ça c'est woke. Qu'est-ce que tu crois que le gamin il comprend le second degré au bout d'un moment? Enfin, ton gamin il est pas suffisamment malin pour comprendre que c'est du second degré, hein. Là il va juste dire papa il a dit que c'était woke. Voilà, ça fait un moment, faut... il y a des trucs qui me choquent, quoi, c'est incroyable. Ça c'est tous les jours il y a des trucs comme ça. Et je sais pas, c'est une mouvance comme ça de complètement débile. Et par rapport on en avait parlé un petit peu avant, mais par rapport au drama qui pullule un petit peu depuis un an, comment toi tu gères cette situation? Est-ce que tu as été lié à ça? Est-ce que tu as eu des soucis aussi? Parce que c'est vrai que moi j'ai essayé un petit peu. Ouais, je suis au commissariat.
j'ai essayé de pas trop m'en mêler, que ce soit par rapport avec Megamax, que ce soit par un truc et ça, parce que moi ça commence à me gonfler parce que je me dis putain les gars, à la base on s'est lancé sur YouTube pour partager notre passion et j'ai l'impression qu'on s'égare. J'ai l'impression de voir des adolescents qui sont là à se mettre sur la gueule pour savoir qui c'est qui est la plus grosse et on devrait un petit peu revenir aux fondamentaux et moi ça me rend triste en fait qu'on devrait plutôt se soutenir plutôt que se créer entre bandes, sachant que déjà on se divise grâce à la communauté. Et comme tu parlais avant de Intercut, j'ai l'impression qu'il y en a certains, la communauté est ultra nocif. Et je sais pas comment toi tu vois cette chose-là. Ouais, moi ça m'amuse. Après il y a des trucs, tu vois, j'y participe moins. Il y a des trucs, tu vois, Max c'est toujours. Il y a des trucs chelous autour de lui. T'as pas de preuves. Moi, clairement, c'est bon. Ouais, moi, je vais pas juger Megamax parce que ça fait 2 ans, 3 ans que je le connais. Il a toujours été super respectueux avec moi. Il a eu la gentillesse de m'inviter à des lives et que moi je l'invite. Donc moi, je veux pas juger sur Megamax. Mais non, bien sûr, mais voilà. tu vois, moi, j'entends des trucs. Je vois aussi quand tu lui dis de venir pour s'expliquer, machin, il veut pas. Enfin, ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a certains. M'écarte. Et oui, à un moment, c'est parti en crise d'ado, tu vois. Et, je vais pas citer les personnes, hein, mais comme j'étais très proche de ces personnes en question, je leur disais, je fais là, tu commences à déconner. Tu vas finir par péter un boulard et faire de la merde. Et cette personne en question a fait de la merde. Oh, comme c'est bizarre. C'est pas comme si ça faisait des mois qu'on lui disait que ça lui montait à la tête, hein. Et je te rassure, j'ai été présent, hein, puisqu'il il était présent, lui et sa communauté pour le live. Et oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on parle. Envoyé un message pour me le dire. Je t'avais envoyé un message, t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, mais d'ailleurs, je suis allé le voir derrière, je suis dit, mais qu'est-ce que tu viens emmerder Mister Cult, quoi? Enfin, c'est pas ses histoires, il a rien à faire là-dedans. Mais par contre, alors, moi ça m'amuse, hein, franchement, je me fous de leur gueule maintenant, là, tous autant qu'ils sont. Par contre, c'est vrai que je suis allé au commissariat. D'accord. Parce que MJ, il a porté plainte. Et il a fait braderie, tu vois. Lui, c'était brocante, il a mis tout le monde dans le lot. Il a fait un lot groupé, il a mis tout le monde dedans. Je dirais pas les autres noms, tu vois, mais... Je vois pas en quoi te lier, parce que... Hein? Pourquoi toi, t'étais pas forcément lié à l'histoire? Pour cyberharcèlement. D'accord. Okay. Ouais, non, mais cherche pas, c'est-à-dire qu'il y a personne qui comprend que j'étais dans le truc. Et enfin, je vais pas développer, mais quand je suis allé, le mec a pas très bien compris que je suis là. Il m'a dit, je vous interroge en tant que témoin. Ok. Et enfin bref, je vais pas développer, mais en off, si tu veux, on développera. Mais putain, c'était ouf. Donc ouais, non, tu vois, ça fait des années que je suis sur YouTube, ça fait des années que je suis sur Twitter. Il y a des trucs, je les prends pas à cœur. Hein. Alors oui, des moments, ça m'agace. Tu vois, je te parle d'Intercut tout à l'heure. Sur le coup, ça m'a saoulé parce que c'était malhonnête. Ça fait dialogue de sourds, ça. T'es en train de discuter avec eux, tu leur expliques non, j'ai sorti ce concept avant lui et t'as l'impression non, en fait t'inventes des trucs, tu vois. Oui, puis enfin c'était malhonnête de toute façon la démarche en elle-même, tu vois. Et mais je vais pas passer là, tu vois, c'est pour le spectacle que je raconte l'anecdote parce que voilà, ça m'amuse de me dire qu'il y a des gens qui assument pas de faire les cons et quand derrière tu leur réponds, ils sont là, arrête, lâche ma veste. Gros, enfin, cherche pas la merde, quoi, merde. Oui. Et donc ouais, il y a le bâton pour te faire battre, quoi. C'est ça. Là, moi, je demande rien à personne. Pouf, j'ai un truc qui pop. Je fais, lui, ça va être la target du jour. Allez, hop. Et il y a qu'une personne vraiment où comme j'ai débloqué, j'ai pété un boulon, j'ai insulté dans tous les sens. Et en fait, il y a des gens qui ont pris ça pour un truc misogyne, tout ça. J'ai fait, tu sais quoi, je vais la bloquer, elle est trop conne. Et j'allais pas plus loin. De toute façon, il y a qu'une meuf que je vais bloquer parce qu'elle me casse les couilles. J'ai même pas besoin de dire son nom. Les gens doivent le savoir parce que eux aussi ont dû la bloquer. Elle a un but de sa personne, elle pense être meilleure que les autres, mais bizarrement, personne ne regarde ce qu'elle fait. Donc, au bout d'un moment, tu me diras en off parce que je vois pas du tout de qui tu parles. Ouais, t'inquiète. Et donc, ouais, non, après moi, tu vois, Twitter, ça m'amuse. J'adore. En ce moment, j'ai des délires. Je regarde, enfin, je suis Vincent Maloza, Teddy Devine et tout, tu vois. On se marre parce qu'on voit des absurdités. Genre, il y a 2-3 semaines, je me suis mis les fans de Transformers à dos.
Parce qu'ils étaient en train de faire une bataille entre Michael Bay, c'est moins bien que Knight. Et là, tu fais. Et déjà, tu te bases sur une bande-annonce, et en plus de ça, Michael Bay, enfin, ok, les films, ils sont nuls à chier en termes de narration et tout. Mais putain, visuellement, tu peux pas dire que Michael Bay, c'est une quiche, quoi. Et donc là, je me suis retrouvé à devoir défendre Michael Bay sur Twitter. Moi! Tu vois que j'en arrive à ça, c'est le niveau de débilité, il est assez ouf. Pourquoi Donc, ils étaient en train de défendre le nouveau là, le Rise of the, enfin le rasé de la bite là, parce que je suis sûr ils étaient en train de se toucher par rapport à l'univers étendu qui va proposer le film. Enfin, c'est le film, il y a une suite, hein, parce que ça a été un échec, on sait pas s'ils veulent quand même le faire ou pas. Ouais, Mais, bon. est-ce que ça vaut encore le coup? Ouais, moi, tout ce qui est drama, j'ai toujours vu ça avec énormément de recul, hein, et même quand j'étais dans la spirale infernale qui partait totalement en couille, j'ai toujours essayé d'être celui le plus raisonnable. C'est-à-dire, tu vois, Megamax, j'ai toujours dit, les gars, enfin, on va le laisser s'expliquer. Alors, c'est vrai que quand tu donnes pas d'explication, du coup, je dis, ben mec, enfin, c'est toi qui, enfin, tu laisses la rumeur s'envenimer, donc faut faire un truc, tu vois. Je pense pareil, que peut-être que lui, il voyait ça du point de vue, je vois pas pourquoi je devrais m'expliquer parce que c'est un petit peu ma vie privée et peut-être que justement sa vie privée, il veut pas la mettre en avant. Mais ouais, non, mais il y a un truc qui était pas de l'ordre de la vie privée, c'était quand il parlait d'association et tout, tu vois. Quand il dit tout est reversé à l'association, bah ouais, mais il y avait un truc bizarre avec le matricule de l'association, le fait qu'on la retrouve pas sur internet. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, hein. Mais du coup, ouais, moi je lui dis, mais explique-toi. Il me parle en MP, tu vois, à ce moment-là, en même temps que le live. Mais ouais, sinon après, oui, le drama, c'est plus rigolo qu'autre chose, quoi. Les gens prennent trop tout à cœur, surtout sur Twitter. Second degré, il n'existe pas. Hein, sur Twitter, c'est horrible. J'essaie d'éviter le plus possible. En général, c'est plutôt pour poster mes vidéos ou pour rendre hommage à un truc que j'aime bien, mais j'évite de me mêler dans les discussions parce que sinon ça peut partir tellement en cacahuète. Avant qu'on enchaîne avec le film, il y a une dernière question aussi que je vais te poser par rapport à ce que tu disais, par rapport aux vues de YouTube et tout ça. C'est quoi un petit peu le regard que tu portes un petit peu sur le cinéma actuel? Parce que il y avait un mec qui a mis un article assez intéressant. Il disait regardez les gros films qui sortent cette année. Transformers, c'est un échec. Flash, ça a l'air d'être un échec. Je sais plus, il y a quoi d'autre encore, la petite sirène et tout ça. Et il disait, est-ce que il va peut-être avoir un changement dans le système hollywoodien? Est-ce que toi tu y crois ou pas? J'y crois. Après, te dire ce sera dans les prochaines années, je saurais pas te dire quand. Ça arrivera. Il y a toujours eu des cycles. Ouais. Là, le problème, c'est toute cette formule super-héroïque. Je crois que les gens ils commencent à être saoulés. Plutôt franchise, plutôt univers étendu, franchise qui commence à énerver les gens plutôt. Ouais, mais enfin, tu vois, d'un autre côté, Fast and Furious, c'est le 10e, c'est toujours des conneries et ça marche très bien, tu vois. Enfin... Ah, justement, j'avais dit aussi le 10e a coûté assez cher et niveau box-office. Il est quand même pas forcément bien dans ses frais, tu vois. En plus, il y a des tensions avec. Enfin, disons que comparé au précédent, il fait quand même moins bien. Et voilà, ils sont un petit peu déçus des résultats. Et puis bon, t'as Monsieur Vin Diesel avec le boulard. Oh non, si le film marche pas, c'est la faute de Jason Momoa. Monsieur ne veut pas se remettre en question. Déjà, il s'est embrouillé avec The Rock. Maintenant, il s'est embrouillé avec Momoa. En fait, il va s'embrouiller avec tout le monde. C'est lui qu'il faut virer de la franchise, en fait. C'est pas. De toute façon, moi, la franchise aurait dû s'arrêter après le 7, mais bon, on va pas revenir dessus maintenant. Je me suis arrêté au 4, hein, tu sais. Donc, voilà. Et là, déjà le 4, j'ai commencé à me dire, oh là, ça commence à partir en couille. Mais non, après, oui, de toute façon, il y aura un cycle. Tout comme le western, tu vois, c'est cassé la gueule à un moment parce que c'est bon, on avait marre des westerns. Là, ça va être super-héros, franchise. Et le fait d'avoir marvelisé le blockbuster, en fait, tu vois. Quand tu vois que Top Gun Maverick est complètement en dehors de tout ce système de narration marvelisante et tout, qui cartonne comme ça, Mission Impossible, ça va être pareil le prochain, tu vois. Ouais, mais tu vois, même si on n'est pas dans le concept de marvelisation, Top Gun, c'est une suite. Et Mission Impossible, c'est quand même une franchise qui pérennise au cinéma depuis presque 25 ans. Donc, c'est pas non plus une grosse prise de risque. Là où, par exemple, ça a été un gros coup de poker. Mais il marche, là, tu vois. Ouais. Ceux-là, ils marchent parce qu'on n'est pas dans de la... Je pense que c'est pas un problème de franchise, je pense que c'est un problème de formule.
Et cette formule, c'est la formule vraiment Marvel, c'est-à-dire faire de l'humour, prendre tout au second degré, être cynique, être conscient qu'on fait encore une suite ou des trucs comme ça, tu vois. Je pense que le problème, il vient de là. Plus que le simple fait que ce soit une suite. D'accord. Parce que John Wick, c'est pareil. Enfin, alors le 4 a moins bien marché que les autres, mais il a quand même bien fonctionné, tu vois. Enfin, la franchise vient de passer le milliard, je crois, en cumulé au box-office. Donc tu vois, je pense que c'est pas une histoire de franchise. Je pense que c'est vraiment une histoire de formule. Parce que la formule John Wick, c'est toujours la même depuis le premier, mais c'est pas une formule Marvel, tu vois. C'est pas genre on va faire des blagounettes et puis on va faire un temps d'arrêt pour bien te faire comprendre que là c'est une blague. Donc, non, je pense qu'il va y avoir de la nouveauté au niveau des blockbusters, mais plus dans la forme narrative que vraiment dans on va arrêter de faire ci, on va arrêter de faire ça parce que c'est des franchises, parce que c'est du super-héros. Mais à voir. Hein. Est-ce que peut-être on pourrait pas revenir un petit peu à un petit peu peut-être une sorte de nouvelle Hollywood qu'on avait eu dans les années il y a à peu près 50 ans, à revenir à des petites productions ou moyennes, comme par exemple le succès surprise de Everything Everywhere All at Once l'année dernière, par exemple. Ça, je pense pas, tu vois. Je pense pas parce que vraiment, quand tu prends l'exemple du nouvel Hollywood avec un petit budget et tout, c'est parce qu'il a répondu à une certaine époque. On était en crise sociale. En France, il y avait mai 68. Il y avait vraiment un changement économico-social. On assumait enfin que entre l'enfance et l'adulte, il y avait l'adolescence, tu vois. C'est comme ça que sont arrivés les teen movies. Avant, il n'y avait pas de teen movies parce qu'on considérait qu'il y avait que enfants, adultes et qu'il n'y avait pas une transition. Et donc du coup, pareil, les films à petit budget, enfin les Zabriskie Point ou des trucs comme ça, ils ont déjà répondu à leur époque en termes de narration, avec cet univers un peu hippie, tu vois, Easy Rider et tout, un peu anarchiste. Mais d'un autre côté, s'ils étaient à faible budget, c'est aussi que Hollywood n'avait plus d'argent parce que la crise enfin, il y avait les années 70, c'était la crise, tu vois. Donc il a fallu faire avec les moyens du bord et donc répondre à ce problème économique par un nouveau style de cinéma. Aujourd'hui, les studios se gavent à mort. Donc, on fera toujours des trucs à gros budget. Oui. Je pense qu'on les fera différemment. Tu vois, par exemple, le principe des CGI où on rush tout, je pense que dans 3-4 ans, on va peut-être arrêter ça, tu vois. D'avoir des VFX avec des mecs qui sont en crush constamment parce qu'il faut à tout prix sortir le film à telle date. Il y en a qu'un qui arrive encore enfin, ouais, il y en a 2-3 en termes d'effets spéciaux qui arrivent encore à se permettre de dire, hey, laisse-moi le temps. C'est James Cameron, Christopher Nolan, tu vois, malgré son boulard de ouf. Lui, il a melon là en ce moment avec Oppenheimer. Je lis des trucs, je suis mais gros, redescends, bordel. Tu te fais détester par tout le monde, quoi, alors que tes films sont bons quand même, quoi. Donc tu vois, mais voilà, ça fait partie de ces gens. Et puis Denis Villeneuve, tu vois. Denis Villeneuve, c'est pareil. C'est vraiment 3 gars où tu dis les effets spéciaux, le temps de tournage et tout, on va leur laisser le temps. Et Zack Snyder, t'en penses non? Parce que t'es un fervent défenseur de Zack Snyder. Ouais. Mais après, Zack Snyder, en ce moment, Rebel Moon, enfin, tu vois, ça fait un moment qu'il est sur le projet, il prend son temps. Mais je l'ai pas compté, il va sur Netflix. Donc, mais oui, enfin, Zack Snyder, c'est pareil. Enfin, de toute façon, tu peux pas dire à Zack Snyder rush TFX parce que tout repose là-dessus, tu vois. Il a intérêt à avoir un directeur photo de qualité pour bien faire refléter la lumière sur ses personnages et tout, pour justement mettre en valeur leur corps. S'il fait tout à l'arrache, ce sera plus du Zack Snyder. Tu vois, il y aura plus de grand intérêt. Tu vois, Zack Snyder, c'est ça pour le coup. Tu vois, c'est un gars, même si on peut ne pas aimer son style. Hein, moi, je comprends tout à fait. Hein. Mais par contre, ça reste un artiste, ça reste un gars qui a des convictions. C'est-à-dire que si on lui dit tu dois sortir le film à tel moment ou quoi et que ça lui plaît pas, il le fera pas. Tu vois. Rebel Moon, on a dû lui dire carte blanche, tu prends ton temps. Ou en tout cas, ils lui ont accepté un délai
qu'on va pas accepter sur Tyler Rake, tu vois, par exemple. Et pourtant, son film précédent, qui était déjà aussi pour Netflix, Army of the Dead, n'avait pas fait l'unanimité, tu vois. Bah ouais. Mais ça fait, de toute façon, Snyder ne fait jamais l'unanimité. Hein. Oui, ça. Man of Steel, il y a encore des gens qui gueulent. Il y a là sur Twitter, il y avait encore un débat sur la mort du père. Tu vois. Oui, j'ai vu l'article, ça m'a fait marrer. Mais Batman v Superman, il a pas, les gens ont pas adhéré non plus. Justice League, les gens ils ont gueulé déjà parce qu'en plus c'était même plus lui. Puis après, bah quand il y a eu la Snyder Cut, t'avais quand même des gens qui étaient frustrés parce qu'ils avaient tort, tu vois. Ils avaient dit que la Snyder Cut sortirait jamais, et finalement elle est sortie. Mais donc du coup par ego, ils ont dit ouais ça c'est de la merde. Juste par ego, tu vois, parce que honnêtement, enfin. Des gens qui me disent que là, il n'y a pas de différence entre le Whedon et le Snyder Cut, si ce n'est que ça dure 2 heures de plus. Ah oui, bien sûr que c'est de la mauvaise foi, on est d'accord. Mais il y a des gens pour le dire. Donc ouais, l'avenir du cinéma, je pense que là où j'ai un peu peur, c'est plus pour les circuits fermés. Alors après, ils ont fait revenir Bob Iger chez Disney, je crois. Et Bob Iger, il veut remettre la salle de cinéma au centre de leur économie. Là où avant qu'ils reviennent, c'était on va faire un plus en plus circuit fermé et tout sera sur Disney+. Je sais que ça, parce qu'à un moment, quand j'avais repris à travailler dans les salles de cinéma, j'avais travaillé un moment près de chez moi à Strasbourg et au Pâté. Il y a des gens qui me disaient il y a 2-3 ans, quand on venait de sortir un petit peu de la pandémie, et que je crois que c'était par rapport à Mulan, et que le fait que pratiquement une semaine avant la sortie, ils décident finalement le sortir sur Disney+. Ils ont gueulé, hein. Ils ont gueulé de dingue. Ah ouais, enfin, tu te rappelles la vidéo du gars qui a niqué le PLV là? Ouais. C'est compréhensible de ouf. Et en plus, Mulan, tu vois, il a pas marché, bien fait pour leur gueule. Donc, et tu vois, elle est élémentale, hein, c'est ça? Élémentaire, ouais. Eh ben, je pense que si Bob Iger était pas revenu, il serait allé sur Disney+, celui-là. Hein. Ouais. Clairement, c'est sûr. Parce que là, tu disais, il y a eu la petite sirène, mais par contre, il y a eu Peter Pan, qui lui, par contre, est sur Disney+. Bon, moi, je vais pas juger sur la qualité de ces films. On est déjà revenu un petit précédemment, parce que de toute façon, moi, les remakes là, je n'en parle pas. Je les regarde pas. Les remakes là. Je les regarde plus, donc. Ouais, mais tu vois, Peter Pan et Wendy, il propose quelque chose d'autre. Hein. C'est très loin de. En fait, ça parle de remake. Mais il n'y a pas tant de choses en rapport avec le film des années 50, 60. 50. Ouais. Mais tu vois, j'aurais préféré qu'ils te mettent Peter Pan et Wendy au cinéma, notamment parce que c'est quand même un réalisateur qui est compétent. David Lowery est un très bon cinéaste. Ah voilà. Et puis il s'en sort avec les remakes parce que Peter Elliott, on m'a dit que c'était pas mal aussi. Ouais. Et la petite sirène, par contre, lui, il avait clairement sa place sur Disney+. Tu vois. Enfin, là, j'ai pas compris le move, tu vois. Mais bon. Enfin, bref. Donc, on verra bien. Moi, j'ai peur des circuits fermés quand même, tu vois. Alors, un truc qui m'énerve là, c'est que j'ai appris que Prime Video, le nouveau Michael Mann, là, Ferrari. Oui. Putain! C'est un film que j'attends. Des années qu'on attend un nouveau Michael Mann. Oh bonjour, on est Prime, on a tout racheté, allez niquer vos mères, et on va faire Feuilleman. Et là tu fais oh mais putain, fermez vos gueules là. Ça me fait chier parce que je suis un gros fan de Michael Mann et je l'attendais vraiment Ferrari. Je pensais le voir au cinéma, surtout qu'en plus son dernier film, son film précédent à Michael Mann, c'était le très sous-estimé Hacker qui avait été un échec. Donc voilà, j'aurais préféré qu'il se remette un petit peu en scène, mais bon, tant pis. Écoute, on est quand même à 1 heure de film. Alors on a parlé un petit peu de beaucoup de choses. Maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu du film que tu as choisi. Donc, on va changer notre étoile, c'est ça. Voilà. C'est ça. On va parler d'un film donc qui s'appelle Chevalier, qui est sorti en 2001 et qui a été réalisé par Brian Helgeland. Alors, en fait, ce que je fais d'habitude aussi avec les autres émissions, c'est que on va se mater un petit peu la bonne annonce pour se mettre un petit peu les idées en place aussi, pour peut-être les gens qui vont nous regarder un petit peu, peut-être comme ça pourra leur motiver à regarder les films. Et puis après, je te laisserai en parler. C'est parti.
Yes, William. If he believes enough, a man can do anything. We could do this. In 1 month, we could be on our way to glory and riches none of us ever dreamed of. You can't even joust. I think he's getting worse. He is getting worse. I won't spend the rest of my life as nothing. You have to be of noble birth to compete. So we lie. My lords, my ladies, I have the pride, the privilege, nay, the pleasure of introducing to you a knight, sired by knights. William Thatcher didn't make the rules. He was born I've waited my whole life for this moment. to break them. Yes! Thank you, I'll be here all week. Well, that was different. And you are? Ulrich von Liechtenstein from Gelderland. Sir Ulrich von Liechtenstein. I would have him win my heart. You're my favourite knight. He's won 4 tournaments in a row. On a horse, that man is unbeatable. You're just a silly boy with a horse and a stick. It's called a lance. Hello? If the nobles find out who you are, there'll be the devil to pay. And pray that they don't. Ulrich von Liechtenstein is not who he appears to be. They're going to arrest you. 12 royal guards. I love you. There's nothing else to do. Run, and I will run with you. I will not run! I'm a knight. I'm here to compete. Let's dance, you and I. Elle est pas dans le film celle-là, c'est dommage. Your name makes no matter to me, so long as I can call you my own. Voilà. Une BO très rock. En fait, moi, j'avais vu il y a très longtemps et là, je l'ai revu lundi exprès pour le live et je me suis dit, putain, c'est vrai que, tu sais, dans une certaine mesure, ça m'a rappelé un petit peu ce qu'avait fait Sofia Coppola avec Marie-Antoinette. J'allais te le dire. Voilà. Les gens qui disent, waouh, trop une génie, hein, Sofia Coppola. Elle a fait Marie-Antoinette avec de la musique moderne. Et en 2001, bah, t'as ce film-là qui sort et en fait, il l'avait déjà fait. Avec quand je te mets du Queen au début. Et bon, par contre, c'est vrai que la musique de Rob Zombie, la Dracula, je me suis dit, ah, c'est dommage, ils auraient pu la mettre aussi. Ah, Alors, le film, donc, c'est un film qui est réalisé par Brian Helgeland. Alors, en fait, le nom comme ça, j'ai l'impression qu'il me disait pas grand-chose. Et puis, j'ai un petit peu regardé sa filmographie et je me dis, ah ouais, quand même. Je veux dire, il a fait beaucoup de travail en tant que scénariste, mais en tant que réalisateur, il avait fait un épisode des Contes de la Crypte. Il avait fait Payback avec Mel Gibson, Chevalier. Le Purificateur, qui était une sorte un petit peu de, aussi avec Heath Ledger, qui était une sorte de film d'horreur, un petit peu d'exorcisme. Genre, tu vois récemment l'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe? Je l'ai pas vu, mais beaucoup m'ont dit c'est un bon nanar. C'est un bon nanar, bah c'est un peu dans le même délire où c'est un mec, une sorte de prêtre qui enquête sur des assassinats et en fait il va se faire attaquer par il va se confronter à une sorte de figure maléfique, donc c'est un peu le même délire. 42, alors ça me dit rien, c'est sur une sorte de biopic sur un joueur de baseball qui était joué par le regretté Chadwick Boseman. Legend, que j'avais beaucoup aimé sur les frères Cray, tu sais, avec les doubles Tom Hardy. Ah oui, ouais, j'ai pas encore vu ça. Et il va sortir un nouveau film qui va sortir cette année qui s'appelle Finest Kind, qui sera une sorte de film où tu as 2 frères qui se sont un petit peu perdus de vue et qui vont se retrouver et qui vont, par un concours de circonstances, vont être confrontés, je crois, à la mafia, enfin, à Boston. Donc, un truc un petit peu gangster. Il y aura Tommy Lee Jones, Ben Foster et l'actrice la plus en vogue depuis à peu près un an, à savoir Jenna Ortega. Voilà. Alors, le film, normalement, ça a été annoncé. Il devrait sortir pour octobre 2023, mais pas aux salles, sur Paramount+. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a pas de bande-annonce. J'ai juste tapé, le titre du film, là, un petit peu prononçable, sur YouTube. Il y a pas de bande-annonce. Le seul truc que t'as, c'est Jenna Ortega, Finest Kind. Genre, t'as juste des images d'elle pendant le tournage, ok? On a compris, il y a Jenna Ortega, on a compris, les gars, on va se calmer maintenant, voilà. Donc, Chevalier, donc, il y a un film sorti en 2001. Tu m'as dit que tu avais un rapport assez particulier avec ce film parce que tu l'as vu de nombreuses fois durant ton adolescence. Donc, pourquoi, en fait, ce choix exactement par rapport à Chevalier? Bon, alors faut savoir qu'au début je t'avais proposé Doom, mais c'était impossible de trouver. Alors c'est un film indien, c'est le Fast and Furious indien. D'accord, ok, parce que je me suis dit c'est pas le Doom, l'adaptation du jeu vidéo. Non, ok. Ça s'écrit DH2OM.
D'accord. Mais du coup, j'ai dit, bah, vas-y, Chevalier, parce que celui-là, bah, pour le coup, il est dispo sur Netflix, donc je me suis dit, bah, au moins, ce sera facile de le retrouver. Et en fait, ouais, quand j'étais gamin, ouais, 12-13 ans, je l'avais en DivX et je ponçais le DivX. En fait, je crois que ça vient beaucoup du fait que c'est vraiment un film rock'n'roll, quoi. Pas seulement par la musique, hein. En fait, je m'en suis rendu compte en le revoyant là cette semaine. Il est beaucoup plus rock'n'roll au-delà de la musique. C'est-à-dire que les personnages sont rock'n'roll, ils sont punk. La hiérarchie s'en fout. Il y a un moment où où ils sont en train de jouter. Et ben en fait, en face, c'est un mec ils sont censés abandonner. Et William lui dit bah non, moi je m'en fous, c'est lui qui se met en danger. Il y va. Et puis il y a un truc que j'avais jamais remarqué. Ah, quand il affronte le prince, tu me disais quand il affrontait le prince. Ouais. Ouais. Et il y a un truc sous-jacent que j'avais peut-être jamais analysé à l'époque, mais je pense aussi que c'est le côté prolo, tu vois. Le fait que ce soit le prolétariat qui est voué de toute façon à pas gagner sa vie et qui d'un coup va affronter les nobles en fait. Et le plus gros des enculés, il va prendre cher dans sa gueule. Et tu vois, ça vient dynamiter un peu les conventions, machin. Et même dans la musique, ça dynamite, c'est-à-dire que je me rappelle toujours, j'adore la danse. Oui. Où au début c'est tout à fait médiéval et au fur et à mesure on passe sur du David Bowie et tu fais waouh mais c'est incroyable, putain ça marche trop bien. Et donc typiquement rock'n'roll, et puis c'est à l'époque tu sais où tu découvres beaucoup de musique. Et moi tu parles de celle-là, hein, cette scène. Ouais, c'est cette scène là. Et il y a du Sin Lizzy, tu vois, et Sin Lizzy c'est pas très connu à part celle qu'ils ont dans ce film. Mais moi, je suis allé fouiller un petit peu plus à l'époque. Et j'ai découvert tout Sin Lizzy. J'ai fait, putain, en fait, c'est incroyable. Et je me suis fait une discographie à travers ce film. Génial. Puis en plus, à l'époque, je l'ai regardé en VF. J'ai découvert en VO pour la première fois aujourd'hui. Enfin, cette semaine. Et à l'époque, évidemment, celui qui doublait Heath Ledger, c'était Philippe Valmont. J'ai tellement l'habitude d'appeler Philippe, du coup. Et Philippe, c'est un mec trop cool, tu vois. Moi, j'ai déjà discuté avec lui et tout. Et ça fait bizarre de se dire que après il a fait Batman. Et entre 2001 et 2005, la 2008. voix, The Dark Knight 2008. Ouais, mais il a doublé sur Begins avant. Il est pas dans Begins, le Joker. Non, mais en fait, Philippe Valmont, Ouais. il a doublé Heath Ledger, mais c'est aussi le doubleur de Christian Bale. Ah, d'accord. D'accord, ok. Et donc, du coup, c'est pour ça que, sur The Dark Knight, il a pas fait Heath Ledger, et il a fait, il est resté sur Batman. Et du coup, en 2001, il a une voix très légère, tu vois, ça fait bizarre, t'as du mal à le reconnaître. Donc, et puis c'est super drôle, c'est bien rythmé, c'est assez épique, tu vois. C'est pas un film extraordinaire, mais il fait super bien le taf. Et puis il y a ce côté vraiment où genre on va dynamiter la bourgeoisie, les nobles, on s'en fout. Et en plus, c'est intéressant de mettre en avant un petit peu un film qui traite un petit peu du Moyen-Âge, mais plutôt que de mettre en avant une guerre qu'il y a eu en 1200, 1300, on va mettre en avant les joutes, donc le côté un petit peu festif, les jeux un petit peu les jeux olympiques un petit peu de l'époque dans une certaine mesure, et qui va avoir une répercussion sur le personnage joué par Heath Ledger, Ulrich von Liechtenstein, et qui va justement servir de point d'ancrage pour une histoire d'amour, bien sûr, forcément il y a une histoire d'amour derrière. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir.
rire de voir en revoyant le film, je me dis putain, mais il y a quand même un gros casting, parce que outre Heath Ledger, on a Paul Bettany. J'adore déjà la première fois que tu le vois à poil, genre oui, bon bah. La première fois que tu vois, c'est pas son visage, c'est son cul. C'est ça. Paul Bettany, il y a Rufus Sewell qui joue un petit peu l'enfoiré de service, le comte Ademar. Alors l'actrice qui joue Jocelyn, j'ai déjà vu dans plein de films Shannon Sossamon. Il y a également James Purefoy, donc qui joue le prince, et il y a aussi Bérénice Bejo qui joue la servante. Je me dis, ouais. Qu'est-ce qu'elle fout ici, elle, tu vois? J'étais un petit peu étonné de la voir, mais je trouve que pour le peu que tu la vois, je trouve qu'elle joue bien. Elle parle très bien anglais. C'est souvent un petit peu compliqué quand t'es français, trucs comme ça, et vraiment d'être crédible pour un personnage qui, justement, ils ont leur accent un petit peu british, tu vois, hein, demander à Jean Dujardin ce qu'il en pense. Mais non, je trouve elle le faisait très bien. Par contre, c'est vrai que, bon, faudra pas demander à ce qu'il soit fidèle à l'histoire. Et surtout, la plupart du film se passe en France. Ils parlent tous anglais. C'est vrai. Parce qu'à un moment, ils sont à Rouen, ils sont à Bordeaux, ils sont... ouais. Mais ce que j'adore, tu vois, c'est vraiment le modernisme. C'est-à-dire que, oui, je parle de la musique, je parle du fait qu'il soit un peu punk et tout, mais dans la bande-annonce, on a vu un moment un casque, et ça va dans le public. C'est un match de foot. C'est ça. C'est tout simplement un match de foot. Et il y a énormément de trucs comme ça où tu te dis, en fait, c'est pas de la joute qu'on regarde, c'est un match de foot. Le public, il est là avec ses binous torse nu en mode, ouais, machin. Et puis, bah, là, tu te dis, ok, c'est insuffler une certaine modernité à ce truc qui se passe au 14e siècle ou 15e siècle. Un truc comme ça, je sais même pas dire exactement. C'est marqué au Moyen-Âge, donc c'est même pas. Ouais, puis on s'en fout parce que en plus, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les Anglais, ça doit être pendant les croisades, parce que les Anglais et les Français sont en bon terme, mais en même temps, il faut aller à Bordeaux pour certainement faire partir les Sarrasins, tu vois, je pense. Donc, ouais. Je pense qu'on est dans cette période-là. Mais ouais. Après, je suis pas sûr qu'il y ait des championnats du monde de joute, tu vois. Je suis pas sûr. Ouais, ça aussi. Par contre, par le fait que, comme tu disais, il y avait cette volonté un petit peu de, ok, la vérité un petit peu historique, on s'en fout, on fait un petit truc un petit peu à notre sauce. Est-ce que tu regrettes pas un petit peu cette période-là, justement, où on pouvait un petit peu jouer sur le côté historique et de faire un petit peu, de proposer une autre version de l'histoire, en se lâchant un petit peu dans la BO, en se lâchant un petit peu dans la mise en scène. Alors, je dis pas que genre on prend un truc historique, c'est tiens on va mettre un vaisseau spatial, tu vois, genre comme ils avaient fait je crois en 2008 avec Cowboy Envahisseur. Je dis pas qu'il faut partir dans ce délire là, mais qu'on fasse un petit peu une version un peu plus rock'n'roll, tu vois, que genre on se prenne un petit peu moins au sérieux à vouloir tout le temps ah non mais attends, il y a ce détail là, le 13 juin 1389 il s'est pas passé ça, le film c'est de la merde. Non, qu'on se lâche en fait. Bah, en fait, t'as l'impression que maintenant, quand on essaye, on se fait lyncher. Hein. Le dernier que j'ai en tête, vraiment, où je me dis c'est dans la même veine que Chevalier, c'est le roi Arthur de Guy Ritchie, tu vois. Où là encore, on a ce truc de modernisme ultra nerveux. C'était moins dans l'humour. Ah oui, moins dans l'humour, c'est sûr. Mais je veux dire, sur les faits historiques ou quoi, encore une fois, on s'en fout, tu vois. Mais faut que les gens arrêtent de penser que le cinéma de fiction c'est fait pour te raconter la réalité, tu vois. Et là, tu regardes des documentaires et tu vas lire des bouquins. Voilà, c'est ça. Surtout que des moments, t'en as qui disent ah oui, on est très fidèle à la réalité. Ouais, sauf que les mecs qui te disent ça, c'est le Puy du Fou, hein, avec Vaincre ou mourir. Oh là 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 là, là va falloir vous calmer, vous. Hein. Donc après, c'est encore une éducation à faire aux gens, tu vois. Bah, en fait, c'est comme d'habitude quand on en a souvent parlé, c'est un petit peu ça doit jouer un petit peu sur ton incrédulité. Est-ce que tu es prêt à accepter certaines choses? Moi, je me dis, on part du principe que c'est du cinéma. Le but, c'est que tant que tu as une bonne histoire qui se tient du début à la fin et que tu n'as pas la prétention de faire autre chose, tu dis voilà, je vais te faire une figure, enfin, un moment
du Moyen-Âge, je vais t'en faire une version rock'n'roll, tu vas te lâcher, ça va être drôle, ça va être fun. Et je trouve qu'en plus, les scènes de joutes sont plutôt bien filmées. Par exemple, on va me dire un petit peu qu'est-ce qui t'a aussi marqué au niveau de la mise en scène. Il y a des idées aussi que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai aussi cette scène-là. C'est par exemple la scène où ils s'entraînent au début aussi avec la musique un petit peu rasta Avec aussi. Ryder. Ouais, qui m'a un petit peu fait marrer au début, tu vois, le mec, non, il a loupé ces petits détails comme ça, et petit à petit il progresse, mais voilà, je trouve qu'il y a aussi un truc assez drôle dans le rythme et dans l'humour, tu vois, c'est comme tu l'as dit, c'est un ton ultra léger, mais ça passe bien, on s'attache vraiment au personnage, que ce soit le personnage de Heath Ledger, même ses deux potes, même si je trouve qu'en fait passer là les premières 20 minutes, je trouve que ces deux acolytes, ils sont présents, mais je trouve qu'ils sont un peu moins, ils prennent moins de décisions. Je trouve que c'est vraiment presque le personnage de Paul Bettany qui vraiment a vraiment presque au moment où tu le vois en fait à l'écran, Paul Bettany il prend trop de place. Je trouve qu'il en fait, peut-être qu'il en fait un petit peu d'excès. C'est son personnage qui fait qu'il doit prendre de la place comme ça. C'est ça. Genre, à un moment, quand il est en train de faire un discours, il marche sur le siège du prince. Ouais, excusez-moi, je me permets. Tout ça, ok, d'accord. Mais je trouve excellent, mais je peux comprendre aussi peut-être qu'il y a des gens qui me disent, ouais, il est peut-être un peu trop dans le surjeu. Mais d'un autre côté, ce type de personne veut qu'il soit comme ça, quoi. Donc, ça m'a pas trop dérangé que ça. Au niveau de ouais, vas-y, pardon. Et tu vois, il y a quand même aussi des trucs malins, mais sur la technique de joute. C'est-à-dire que l'armure, par exemple, a une grosse importance. Et quand elle fait, quand la forgeronne fait son alliage de la nouvelle armure, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'elle est légère, elle est fine. D'ailleurs, le logo, c'est le logo Nike en double qu'ils ont fait finalement après sur les baskets. Le pire, c'est que c'est Nike maintenant, mais parfois son logo en double sur ses baskets, tu vois. Oui, c'est vrai. Sur les fringues. C'est marrant, hein. Peut-être que Chevalier leur a donné l'idée, je sais pas. Mais il y a un moment, du coup, t'as les chevaliers qui sautent de sa gueule parce que son armure est légère et tout. Et puis, en fait, au moment où il saute de sa gueule, les plans juste avant qu'il arrive, tu vois son adversaire qui galère à monter sur son cheval. Ils sont au moins 3 à essayer de le lever sur son cheval. Alors que lui, il arrive, il va sur son cheval, pouf, il se met dessus tout seul, besoin de personne parce que l'armure est légère. Et là, les gens s'arrêtent de rire et disent « Wow, c'est incroyable ». Et donc, ça dit quelque chose aussi de la technique, c'est-à-dire que plus ton armure, plus ton alliage est puissant, mais fin, plus tu vas avoir de mobilité et plus tu seras léger pour ton cheval aussi, donc plus tu vas pouvoir prendre de vitesse. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça, avec juste un petit élément. Tu dis « Ah putain, mais ça engendre plein de choses très intéressantes sur les avantages que tu vas avoir pour le combat, en fait. » Surtout qu'en plus ils avaient déjà fait un test juste avant, puisque genre ils se disaient non mais ça a pas marché. Finalement ils ont quand même fait une sorte de ils lui ont pris un morceau de bois, tu vois, ils lui ont comme un bélier, ouais. Ah bah oui, j'ai rien senti en fait. Voilà. Donc et des trucs comme ça. Par contre, comme je l'ai dit, le film c'est aussi un petit peu une histoire d'amour et il y a. Est-ce que toi, il y a certaines choses un petit peu qui t'ont dérangé par rapport à la relation entre le personnage donc de William Ulrich et le personnage de Jocelyn, genre oui, si vous voulez prouver que vous m'aimez, vous devez perdre et tout ça. Est-ce que toi, ça t'a un petit peu fait chier un petit peu cette place de la femme qui prend, qui est là un petit peu pour jouer sur les objectifs du personnage de William, par exemple. Les féministes en PLS. Non, je déconne. Moi ça me choque pas parce que ça fait 1 an que je suis avec ma meuf et je peux te dire que parfois je suis comme un con. J'espère qu'elle nous écoute pas. Ouais, à mon avis, alors, je suis pas sûr qu'elle écoute jusqu'au bout et moyen que... Mais non, oui, parfois ça arrive aussi que, enfin tu vois, quand t'es en couple, ça arrive qu'on dise si tu veux prouver que, si tu veux vraiment rester, parfois t'as des ultimatums. Moi ça m'est jamais arrivé avec elle. J'ai déjà eu à une certaine époque des ultimatums. Malheureusement, ça n'a pas marché. Peut-être le 14 février, non, même pas pour la Saint-Valentin, elle s'en fout, elle. Non, elle s'en fout. Au contraire, c'est moi qui dis, vas-y, je fais faire un truc alors qu'elle s'en fout. Enfin, elles disent qu'elles s'en foutent. Mais si t'oublies, par contre, là, elles s'en foutent pas. Hein, ça t'inquiète. Ouais, enfin, bref. Du coup, non, ça m'a pas posé problème. Par contre, il y a des gros trous dans les scénarios.
Tu vois, par exemple, sur son identité, t'as un moment, Jocelyne, elle débarque dans sa tente et elle dit ouais, apparemment, il vous appelle William. Et lui, il fait oui, c'est pas grave, ils s'en foutent. Et puis plus tard, elle dit non mais moi je préfère qu'on fuit plutôt qu'ils apprennent que t'es pas noble. Et à quel moment il lui a révélé? Il n'y a pas eu de scène de révélation, tu vois, auprès d'elle. À aucun moment. Et puis parfois ils font pas attention. Alors si Jocelyne le sait, c'est parce que sa servante elle a entendu les mecs l'appeler Will. Et parfois ils l'appellent Will devant les gens. Tu vois. Enfin en termes d'identité, c'est étonnant que personne l'ait remarqué avant, tu vois. Il n'est pas remarqué avant. Bah, surtout qu'à un moment, je sais plus, il y a un moment il le dit aussi quand le personnage de Paul Bettany, il a du nouveau des dettes et il fait non, s'il te plaît William, pardon. Ouais, mais là c'est pareil parce que tu vois, il y a juste une suspicion bizarre du genre ça peut la langue qui fourche ou un truc comme ça, tu vois. Mais ouais, je trouve qu'il y a des petits trous par-ci par-là qui n'expliquent pas certaines choses. Il y a certaines choses aussi que tu disais par rapport en fait aux joutes. Par exemple, le personnage, donc le prince qui est joué par James Purefoy, sur Thomas Colville. Alors moi, je savais pas trop en fait c'est quoi un petit peu le délire. C'est genre si en fait si t'es quelqu'un de noble ou un prince, en fait t'as pas le droit de faire les joutes en fait. J'ai pas trop compris en fait, ou alors il y a quelque chose que j'ai mal compris. Alors pas le droit. Si t'as le droit, mais si tu blesses le futur roi, c'est compliqué pour toi, tu vois. D'accord. En fait, il a parfaitement le droit, c'est juste que personne veut se mouiller. Ce qu'ils disent, ouais non, je vais pas être responsable de sa mort ou de son accident ou quoi, tu vois. D'accord, parce que c'est quoi en fait pour justifier par exemple le personnage de William, pourquoi en fait il a besoin d'avoir ce que fait le personnage de Paul Bettany, comment ça s'appelle? Ah, c'est lettres de noblesse. Oui, les lettres de noblesse. En fait, c'est ça, pour faire les joutes, en fait, t'es obligé d'être un noble. Tu peux pas être un... Ouais, il explique au début du film. D'accord. C'est dans les cartons dès le début. Seuls les nobles peuvent y accéder, machin. D'accord, oui, c'est pour ça qu'à un moment, il y a le noble, justement, le chevalier au début qui meurt dans son propre caca, ou je sais plus ce qu'il a fait. Ouais, il s'est chié dessus. Il y a une scène juste après en fait qui m'a fait rire, c'est quand justement t'as la première joute du personnage de Heath Ledger et genre oui vous avez gagné le Grand Prix et tout ça, montrez votre visage, il est coincé. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça qui sont drôles. Même il joue beaucoup sur il y a le montage, mais il y a aussi le hors-champ. Tu vas avoir un personnage qui arrive dans le champ pour dire une phrase. Et pouf, le plan s'arrête et on passe à autre chose. Et en fait, ça vient temporiser. Alors, cet effet-là, par contre, il est très bizarre. Parce qu'il est pas au sol, en fait. Hein. Oui, il est en suspension, là. Et c'est après que tu comprends pourquoi il est en suspension. Parce que je pense que là, c'est un rêve qu'il fait, tu vois. Parce que je pense qu'il y avait bon, là c'est le final, on va pas trop spoiler pour les gens qui regardent le film, mais c'est vrai qu'au début cet effet m'a paru un petit peu bizarre avec tout le monde qui se regarde. Je me dis qu'est-ce qui se passe, il est mort ou est-ce que c'est une vengeance par rapport au personnage de William? Alors je vais pas trop spoiler, mais en fait il y a un truc par le fait que donc le personnage de putain, comment il s'appelle, Adhémar, parce que là, sinon les gens et le personnage d'Adhémar, en fait, je sais plus, il le blesse. Et en fait c'est ça, tu vois, il arrête pas de dire ouais je suis meilleur que toi, mais en fait au moment où je veux t'affronter, j'essaie de tout faire pour pas t'affronter justement, ou alors je te blesse, genre en fait t'as aucune chance contre moi. Et voilà, par contre il y a aussi un truc, un moment j'ai pas trop, je me suis dit, est-ce qu'il a le droit de faire ça, ou à un moment le personnage de William il découvre un petit peu sa vraie nature, donc du coup il veut faire la joute, on lui refuse, on le fout en prison, et t'as Adhémar qui débarque dans sa cellule et tout ça, et commence à expliquer oui t'es dans la merde un petit peu, il commence à lui donner des coups, et je fais ouais, c'est autorisé de faire ça. Enfin, il y a des petits détails comme ça. C'est des nobles et c'est un gueux. Tous les droits. Surtout que c'est lui qui l'a balancé, donc il a encore plus le droit.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Justement, oui, il y a aussi cette scène qui m'a profondément marqué. C'est la scène où il retrouve son père. C'est vrai qu'on est très dans l'humour, l'aventure, mais je trouve qu'il y a aussi des scènes d'émotion qui ont grandement marché sur moi, parce qu'en fait, à certains moments, en fait, on a des petits flashbacks de sa relation qu'il avait étant jeune avec son père au moment où voilà il part et tout ça. T'apprends après que son père est devenu aveugle, et la scène où il arrive à le retrouver et qui débarque au début, oui, j'ai des nouvelles de votre fils, et en fait finalement il se rend compte que la personne qu'il a en face de lui, même sans le voir, il se rend compte que c'est son père. Je trouvais que émotionnellement, je la trouvais vachement fort, le fait qu'il il retrouve son père après 10-15 ans, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, Ouais. émotionnellement, je la trouvais très forte. Il y a des petits moments comme ça. Je trouve que certes, il y a les scènes d'action, les scènes de fight et tout ça, mais je trouve que les scènes de dialogue où il y a l'émotion qui entre en jeu, que ce soit celle avec son père, que ce soit celle aussi avec Jocelyn, je trouve qu'elle marche. Il y a une vraie relation entre les personnages. Il y a une vraie entente au niveau du. Je trouve que le casting dans l'ensemble est plutôt bien dirigé. Alors bon, bien sûr, Heath Ledger n'a plus rien à prouver. C'était à l'époque, c'était considéré comme l'un des meilleurs talents de sa génération. Malheureusement, est parti beaucoup trop tôt. Paul Bettany, je sais pas si en 2001 il avait déjà une carrière un petit peu, peut-être en Angleterre, mais Dans le cinéma indé anglais, je crois qu'il était déjà. d'accord. Rufus Sewell, pareil, il commençait un petit peu à se faire connaître. Moi, je l'avais découvert 2-3 ans auparavant avec l'excellent Dark City. Très très bon film. Et après bon, voilà, les autres James Purefoy, je connaissais pas plus que ça. Mais voilà, c'était un casting quand même assez jeune. Belle petite gueule un petit peu pour des futurs talents en devenir. Toi, un petit peu au niveau du casting, est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu qui t'a marqué au niveau du personnage de Heath Ledger, les seconds rôles, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a Moi, je trouve que tout fonctionne parfaitement. Et je pense que la direction d'acteur, elle a dû être très bonne parce que quand tu discutes dans l'église, enfin dans la cathédrale, c'est à Notre-Dame, je crois. Je trouve qu'au niveau de la gestion de l'espace, c'est super bien foutu parce qu'en fait ils ont pris un angle genre de demi ensemble, c'est-à-dire vraiment un plan bien large et les deux personnages qu'on voit au loin. Et en fait il y a un jeu où il se rapproche, où il s'éloigne, où il se rapproche, où il s'éloigne en fonction de ce qu'il raconte. Et ça, pareil, tu vois, c'est un truc, ça paraît banal, mais c'est pas tout le monde qui y pense, tu vois. Et ça, c'est du vrai cinéma, c'est-à-dire que vraiment, tu vas réfléchir à la composition de ton plan pour dire quelque chose au-delà du dialogue. Et en plus de ça, comme t'as les pylônes de la cathédrale, ça crée parfois une séparation et ça peut créer comme un tableau. C'est-à-dire, premier tableau, ils sont en train de se tourner autour. Deuxième tableau, ils s'engueulent. Troisième tableau, c'est elle qui prend l'ascendant. Quatrième, c'est lui. Et puis, bah, voilà, ainsi de suite. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça où je me suis dit, ouais, en fait, c'est un film qui peut paraître classique, mais avec beaucoup d'idées de mise en scène quand même qui font que ça fonctionne. Et il y a un côté western aussi, tu vois. C'est ça, parce qu'en plus, c'est cette scène que tu m'as dit, c'est le moment où justement Jocelyn lui demande qu'il perde pendant les jeux, et ça se tourne autour. Et c'est vrai que genre une scène comme ça aujourd'hui dans un blockbuster basique, genre en fait on aurait filmé ça en plan rapproché, champ contre champ, on s'est pas chié, champ avec un coupé là, tu vois, le truc vraiment basique, quoi. C'est ça, et on passe à autre chose, scène suivante, et on va tout mettre dans les effets spéciaux. Et c'est un film, je trouve aussi, qui les effets spéciaux numériques, enfin j'en ai pas, parce que c'est un truc quand même qui se veut historique. J'ai pas trop senti ça. Je trouve que au niveau du montage, je trouve que les scènes d'action, les décors aussi, bon forcément c'est un film qui traite du Moyen-Âge, donc forcément ça joue énormément sur le décor, mais le film, le réalisateur joue vachement bien sur ça. Par exemple, là je mettais la scène avec parce qu'on a les joutes avec les chevaux, mais on avait aussi les batailles, les combats à l'épée. Et qui fait ça au début, et très rapidement il se rend compte que je suis le meilleur et je veux passer un petit peu au niveau supérieur. Donc ouais, comme tu dis, il y a des petites idées, il se permet un petit peu des petits comment dire, des petits plans séquences, des petits travelling quand il veut juste présenter tout le décor, ou juste une petite discussion entre la première fois où
William et Jocelyn discutent et en fait tu te rends compte que genre ouais ils essaient de non mais tu m'as pas donné ton prénom, vas-y dis-le moi et en fait fin du truc les gars vous êtes dans une église, vous allez sortir directement alors que t'es focalisé sur la discussion. Et d'ailleurs tu vois il y a pas de morceau des Doors dans le film et C'est cette vrai. scène là et ben il dit elle dit que c'est un renard et il dit eh ben vous serez ma Foxy Lady. Ouais. Et il dit c'est un morceau des Doors tu vois. Donc même là dans les dialogues, il y a des références rock. C'est vraiment cool. Et cette scène-là, elle est d'autant plus rock que ça blasphème au-delà du fait qu'il y a un cheval dans une église. C'est que Jocelyn, elle se fout de la gueule du prêtre en disant « Ah, elle est jolie votre bague !» Tu vois, genre vraiment, il y a aucun respect. C'est rock'n'roll du début à la fin. Pas de respect pour les nobles, pas de respect pour la religion. C'est nique ta mère, quoi. C'est... Je regarde un petit peu, c'est vrai qu'au niveau de la BO, on a We Will Rock You de Queen qu'on entend dès le début du film. On a un petit peu du David Bowie, on a du AC/DC, on a Sly and the Family Stone, Rolling Stones, War. Des Stones, je crois. C'est Sly and the Family Stone, mais Rolling Stone, je vois pas. Moi, j'ai la BO, elle est pas citée dedans. Ah, bah j'ai peut-être confondu avec un morceau d'ACDC alors. J'aurais confondu. Ouais, c'est possible. Le morceau, c'est You Shook Me All Night Long de ACDC. Voilà. Ah, je sais pas, du coup, j'ai pas dû passer. Écoute, on va finir un petit peu avec une dernière question, même si voilà, on a dit à peu près l'essentiel par rapport au film. Quelle est ta scène préférée du film? Ma scène préférée du film. Pour ceux qui savent pas, c'est un film qui dure à peu près 2 heures, donc voilà. Ouais, 2h01, 2h02, un truc dans le genre. C'est ça. Bah, la scène de danse, elle est pas extraordinaire, mais elle est quand même cool au niveau de la musique, je trouve. Mais là, en fait, lundi, elle retranscrit bien l'esprit. Elle retranscrit bien l'esprit. Ouais, puis j'étais en mode, j'étais comme ça, tu vois, dans le canapé. Mais je pense quand même que le training montage. Oui. Avec Lord Rider. Ouais, c'est ça. Et ça, oui. Ah si, c'est celle-là. Parce que même elle m'a marqué tellement. Donc ouais, c'est la scène de training montage. De toute façon, les scènes de training montage, c'est toujours cool. C'est dans vrai. Rocky. Pour le film, le film aura un budget de 65, il en rapportera 117 dans le monde, donc c'est un succès plutôt correct, allez, on va dire ça. Alors par contre, justement, on parlait un petit peu de la durée, le film en fait il dure 2h12, mais par contre de ce que je viens de voir, c'est qu'en fait il y a une version longue d'une dizaine de minutes en plus. Est-ce que toi par hasard tu l'aurais vu ou pas? Attends, ou t'étais au courant? Donc ça voudrait dire que si dure une version avec 2h20 donc la durée du film de base c'est 132, donc ça fait 132, ça fait 1h10, ouais, 1h12. 2h12. Ah oui, Et il y a 2h12. une version de 144 minutes, donc ça fait 2h24, ça c'est la version. Ah non, je l'ai pas vu. Mais du coup, faudrait que je la voie et ça expliquerait certains trous, tu vois. Ah, peut-être, ouais. 10 minutes, ça fait beaucoup, hein. Tu peux caler une scène où Jocelyn, elle apprend que c'est un... Ah, ça expliquerait des choses. Putain, bah maintenant, faut que je vois si la version longue, elle est disponible. Est-ce qu'il est en Blu-ray? Peut-être que, justement, ils ont peut-être sorti un Blu-ray avec ça. En Blu-ray, ouais, je pense, parce que, en fait, c'est un film, peut-être qu'au cinéma, tu vois, il a peut-être pas aussi bien marché qu'il aurait espéré, mais tout ce qui est en vidéo derrière, je pense qu'il a quand même bien marché, parce que encore aujourd'hui, tu vois, le film, tu vois, sur Netflix, c'est pareil, je crois qu'à un moment, il était dans le top 10, tu vois, de la sélection, donc ça reste un film quand même qui fonctionne, et puis t'as Heath Ledger dedans, donc évidemment, c'est bankable. Ça, ouais. Je regarde, parce qu'il était sorti en mai 2001, est-ce que peut-être pour justifier son succès un petit peu modéré, est-ce qu'il était sorti à peu près en période d'un autre film, mais je vois pas trop, non, je sais pas ce qui était sorti en mai 2001. Non, 2001, non. J'allais dire l'attaque des clones, mais c'est 2002. Ah, si, il est sorti en fait en même temps que le retour de la momie. Donc c'est pour ça. Ouais, non, bah ça peut se comprendre alors.
Voilà. Bah écoute, on va clore avec ça un petit peu. Si t'as envie de faire une petite, comme je dis, si t'as envie de faire une petite catchphrase pour justifier aux gens de voir Chevalier, qui en plus, comme t'as dit, il est disponible sur Netflix. Donc en plus, déjà, vous n'avez pas besoin de vous de procurer, de le télécharger. Il est direct sur Netflix. Donc si t'as un petit truc pour vendre le film. Une rock'n'roll attitude. Oh Johnny. Voilà, bah écoute, ça sera une bonne phrase. Donc je vous redis donc A Night Tales en anglais, mais plutôt Chevalier en français, donc réalisé par Brian Helgeland, sorti en 2001. Si vous ne l'avez pas vu, bah écoutez, je pense qu'on a plutôt bien discuté du film pendant à peu près 40 minutes pour justifier de vous le procurer ou de le regarder. Franchement, il vaut le coup. Moi, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Je l'ai revu lundi. Ça m'a fait énormément plaisir de le redécouvrir d'une nouvelle façon, un petit peu, enfin, avec un œil un peu plus vif aujourd'hui. Mais clairement, je vous le conseille. Et puis bon, voilà, c'est vrai que ça fait toujours plaisir un petit peu de revoir le regretté Heath Ledger au cinéma. C'est voilà un talent qui est parti beaucoup trop tôt. Voilà. Bah écoute, à peu près 1h38, ouais, presque 1h40 de live. Bah écoute, plutôt bien. Bon, comme je t'ai dit, j'ai eu certaines personnes, ça a duré 1 heure, d'autres ça a duré 2 heures. Bah écoute, voilà, tu es dans la moyenne, donc c'est très bien. Ça n'a pas duré 3 heures, ce soir. C'est ça. Bah écoute, je te remercie encore, Morgane, d'avoir participé à cet entretien ciné. Ça me fait énormément plaisir. Il était temps que je revienne. C'est vrai. Comme j'ai dit pour les gens, je mettrai dans le lien, dans la description, le lien vers sa chaîne si vous voulez découvrir un petit peu son travail et vous abonner, bien sûr. Et je mettrai également le lien pour Captain Watch pour que vous puissiez un petit peu découvrir le site et peut-être justement vous inscrire à cette plateforme où vous pourrez peut-être découvrir aussi des films. Donc voilà, donc Captain Watch. Et c'est gratuit. Bah voilà, ça tombe bien. C'est gratuit, il n'y a pas de pub. Ah putain, ça devient horrible ça. Là j'ai vrai que justement on parlait de Netflix. D'habitude je faisais le partage de compte avec ma sœur. Depuis c'est fini, elle se connecte, elle fait ah ça marche plus. Bon ok, donc du coup bah écoute Natacha, tu vas devoir te payer ton compte Netflix toi-même. Et j'ai pris celui le moins cher à 5,99 parce que j'ai le truc 1080p donc bonne qualité d'image. Malheureusement je vais me taper les pubs. Voilà, et moi je me suis désabonné. Voilà. Ah toi t'es direct toi tu réfléchis pas. Ah ouais, moi j'ai dit niquez vos mères. De toute façon la plupart du temps Netflix c'était plus pour mes parents plutôt que moi. Et donc comme ils me disaient bah on n'arrive plus, j'ai fait bah soit vous en reprenez un, soit bah tant pis. Parce que moi je vais pas payer juste pour moi. J'ai Paramount, j'ai Shadows, j'ai Prime, j'ai Disney, j'ai Apple, j'ai Filmo. Tu vois, c'est bon. Netflix, honnêtement, ce qu'ils proposent, c'est ridicule. Quoi. Voilà. Même pas pour The Witcher saison 3 bientôt ou la dernière saison de Stranger Things. C'est bien que j'ai vu que 4 épisodes de Witcher. À la rigueur, Netflix, peut-être que tu vois, quand il y a des sorties comme ça, je prendrais le mois pour regarder et puis je me casserai au bout de dès que j'aurai fini de regarder la série. Quoi, tu vois. D'accord. Voilà, moi je suis aussi en train un petit peu de rattraper certains animés là parce qu'il y a Assassination Classroom, il y a Demon Slayer, là il y a la nouvelle saison de la dernière, je crois, la saison de Rick et Morty que j'ai commencé, donc voilà, c'est des petits trucs comme ça aussi, mais je peux comprendre aussi que ça commence un petit peu à saouler. Bah, pour l'instant par rapport à ce truc de partage de compte, je crois que c'est que Netflix qui fait ça, genre Disney Plus ils font pas ça. Ouais, est-ce qu'ils vont le faire peut-être? Ça m'étonnerait pas. Ne leur donnons pas des idées, ne nous écoutez pas. Ne vous décidez pas. T'inquiète qu'ils ont déjà l'idée, hein, ils savent juste pas comment le faire. Sans perdre du client. C'est que Netflix a suffisamment de clients pour se dire si on en perd, c'est pas grave parce qu'en fait, ce qu'on va gagner en clients, d'ailleurs, ils ont eu une augmentation de clients depuis qu'ils ont fait ça. Donc en fait, le rapport désabonnement-abonnement fait que de toute façon, il y a eu plus d'abonnements que de désabonnements. Et ils l'ont calculé ça. Disney peut pas encore se le permettre, je pense, tu vois. Bah, Disney, ils ont des soucis par rapport à Disney+. Enfin, disons qu'elle marche pas autant qu'elle devrait, donc c'est pour voilà. ça. Enfin bref. Bah, écoute, là, tu me relances sur un autre sujet. Ouais, je sais. Bah écoutez, je remercie encore, je redis encore merci Morgane et son ciné d'avoir participé à ce live. Comme j'ai dit, je remets dans la description tout ce que vous avez besoin de savoir sur sa chaîne et son site Captain Watch. Pour nous, on se retrouvera dimanche soir pour le prochain live où ça sera la première partie dédiée au cinéaste Steven Spielberg. Alors, je vais vous expliquer. On va pas faire comme je fais d'habitude.
Ouais, Spielberg. On va pas faire comme d'habitude quand je fais un cinéaste, on fait 2-3 parties d'un coup parce que Spielberg, il a une filmo comme comme mon bras, et on en aurait pour 2-3 mois. C'est pas le but. En fait, ce qu'on va faire avec Spielberg, c'est que on fera la première partie dimanche, on fera la deuxième partie septembre, octobre, et la troisième partie. Voilà, on fera une fois de temps en temps. Sachant que aussi, je pars du principe que Spielberg, on a quand même fait Jurassic Park, dont les films qu'il a fait. On les fera pas puisqu'on a fait un live Jurassic Park l'année dernière et nous ferons pas Indiana Jones. Pourquoi? Puisque les 2 premières semaines de juillet, nous ferons des lives Indiana Jones. Donc voilà, c'est ce qui est prévu pour le mois de juillet. Donc dimanche Spielberg, Indiana Jones à partir de la semaine prochaine et puis après qu'est-ce que j'ai dit? Oui, comme il y a Oppenheimer, nous ferons Christopher Nolan pendant les 3 derniers dimanches de juillet. Donc voilà, c'est le prochain programme. Ouais. Ah, il faut que tu viennes. Faudra que tu viennes, alors. Non, déjà, toi, tu m'as dit, fin août, début septembre, toi, tu fais les Tortues Ninja, toi. Ah bah oui, obligatoire. Obligatoire. Hypé quand même par le nouveau film, là, qui va sortir. Franchement, ouais. Bah, de toute façon, ça peut pas être pire que les 2 Michael Bay, production Michael Bay qu'on a. Ça aussi. En tout cas, encore merci Morgane. Pour nous, bah, on se retrouve une bonne semaine encore. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.